Bonjour tout le monde, je vais vous inviter à venir vous asseoir. On va commencer 15h30, on avait dit. Nous avons déjà eu un bon temps là, de travail entre nous, puis ensuite avec quelques journalistes. Donc je pense qu'on peut commencer. Venez vous asseoir, il y a de la place au premier rang. On se croirait en classe. On voit les adeptes du radiateur au chaud, vous avez raison. Donc un grand merci d'abord à vous d'être venus, parce que on a fait vite. Et samedi 9 décembre, c'était la dernière limite. Et on voulait quand même, pour finir l'année 2023, en cette journée mondiale du climat, en pleine COP28, en tout cas pour nous, Effet de serre toi-même, membre du collectif Noir à 133 134 et les autres structures que je vais présenter ensuite, c'était un moment fort, on voulait le faire, on l'a fait. On en est très heureux. On remercie donc les SOS Gare qui va ensuite prendre la parole. On remercie Sudra, et je le fais dans le désordre, mais de ceux que je vois, et la CGT Cheminot et le collectif Noir à la 133 134, qui est un collectif qui lutte contre les autoroutes à péage, autrement appelé contournement est de Rouen, mais qui est en fait le contournement ouest de Paris. Voilà, avec des structures qui participent au collectif, d'autres qui sont externes, et on a voulu essayer de créer ce moment où on allait parler du ferroviaire, strictement. Je vais commencer par une petite présentation rapide, ensuite je laisserai la parole dans l'ordre à SOS Gare Sud et la CGT, comme ça on a notre petit tour. Après on va avoir quelques prises de parole d'élus qui sont venus quand même nous soutenir, parce que c'est aussi important, et puis après on débattra ensemble de l'ensemble de ces temps ferroviaires. Voilà. Donc, avec le train Prendre la bonne voie pour la planète, nous sommes une association 1901 d'experts indépendants et qui travaillent sur les questions du climat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et dans ce cadre, logiquement, le développement du ferroviaire, c'est la bonne voie pour la planète. On rappelle que sur les impacts climatiques, la région Normandie, alors Malika, je vais te mettre à contribution, tu vois les deux boutons qui sont là, il y en a un qu'on éteint et ça laisse un peu de lumière et ça augmente, voilà, nickel, c'est ça. Comme ça augmente le contraste et ça vous permet. Donc, la région Normandie, on rappelle, en 2020, dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, nous sommes dans les 3 régions les plus émettrices de gaz à effet de serre en France, avec la Guadeloupe et les Hauts-de-France. Ici, vous avez une petite cartographie des répartitions de ces émissions de gaz à effet de serre. Un petit mot pour vous présenter un autre élément de construction de notre raisonnement, c'est celui de la vulnérabilité énergétique des territoires et des foyers. Nous sommes un territoire qui est particulièrement vulnérable à la question de l'augmentation du coût des énergies, et notamment en ce qui nous concerne du pétrole. Plus les distances domicile-travail sont longues, moins l'accès à une alternative crédible en transport en commun est bonne, et plus les revenus sont faibles, et plus vous êtes vulnérable énergétiquement. Et sur notre territoire de Normandie et sur notre territoire de bassin de vie de Rouen, au sens large du terme, qui dépasse un peu les frontières de la métropole, qui peut prendre Barentin, Louviers, Loacha, parce qu'on n'est pas dans un découpage administratif, mais dans une notion de bassin de vie, eh bien, nous sommes particulièrement touchés et nous avons beaucoup de foyers qui sont dans cette vulnérabilité énergétique à laquelle il faut apporter des réponses. Parce que ça génère évidemment des souffrances sociales et humaines, mais ça génère aussi des déséquilibres politiques importants. On l'a vu avec notamment une certaine émergence des gilets jaunes et d'autres problématiques. On rappelle que les émissions de gaz à effet de serre du secteur transport sont dues au déplacement en voiture, mais aussi
des poids lourds et des VUC, des véhicules utilitaires légers, c'est tout ce qui va être l'économie des livraisons, d'accord, et que seulement 6% des émissions de jet proviennent des transports des modes aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires. Nous n'arrivons pas en France à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre issues du secteur des transports. Et donc, nous sommes en... Ah, pardon, excusez-moi, il y a un petit problème technique. Je vais essayer de revenir dessus, mais ça, je vais le fermer. Normalement, voilà. Hop, décidément. Il faudrait que je mette les lunettes. Ça serait... simplement pour dire que les évolutions des émissions de gaz à effet de serre des transports par mode de transport, on voit très nettement que les poids lourds participent à 9% de l'augmentation. Attention, de l'augmentation. Les voitures particulières sont de 8%. On a donc un vrai problème tout de même en matière d'utilisation de la voiture. Et ce qui est le plus augmenté entre 1990, et là c'est les chiffres entre 2017, ça vient du ministère, c'est les véhicules utilitaires légers, plus 42% de l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc le secteur qui porte le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ici, vous avez l'évolution du transport intérieur de marchandises par mode de transport, en rapporté en base 100. On voit bien que le transport ferroviaire entre 1990 et 2017, c'est un rapport qui est sorti du gouvernement, du ministère de l'Environnement, a perdu 46% en base 100, c'est-à-dire son évolution c'est moins 46% pendant que le transport routier prenait plus 56%. On est donc face à un vrai gros problème. On rappelle qu'à Rouen, le déplacement des personnes, il y a 510 000 déplacements quotidiens qui font moins de 5 km qui sont faits en voiture, ce qui est énorme. Et que là aussi, nous avons un problème, ça fait partie des constats de territoire sur lesquels il faut faire quelque chose. Et pour ça, une des réponses, enfin la réponse, vous pouvez venir si vous voulez, il y a des places au premier, deuxième, troisième rang. On a beaucoup de mauvais élèves, donc ils se mettent au fond de la classe, mais c'est pas grave. On aime bien les fonds de classe. C'est la notion de report modal. C'est comment on prend nos concitoyens et les marchandises, c'est pas la même chose, j'entends bien, et qu'on les fait se déplacer autrement qu'en voiture ou en camion. Ça, c'est ce qu'on appelle le report modal. Et un des piliers du report modal, c'est évidemment le transport ferroviaire, qu'il soit pour les personnes ou pour les marchandises. Donc là, il y a toute une série de propositions qui sont faites par notre association, par SOS-Gare, par évidemment les premiers concernés qui sont les syndicats de cheminots. C'est le sens de cet après-midi, c'est d'essayer de vous présenter des sujets sur lesquels on n'est pas forcément calé, on est d'accord sur le développement ferroviaire, on n'est pas tous d'accord à 100% sur l'ensemble des solutions. C'est le cœur de ce qu'on a voulu aujourd'hui. Essayer de vous présenter ça. Dans un cadre politique quand même qu'il faut reformuler en quelques mots. Le gouvernement, dans sa volonté de développer le ferroviaire, a promis pour le premier semestre 2024 des arbitrages concernant les services express métropolitains. C'est-à-dire en milieu urbain, comment on va développer le train pour que les gens se déplacent. C'est ce qu'on appelle des déplacements pendulaires, domicile-travail. Comment est-ce qu'on prend les gens pour les mettre, fait passer des voitures. Donc là, le gouvernement affiche une volonté politique. Mais en même temps, il veut construire la 133 et 134. Faussement appelé contournement Est. Or, les finances, elles ne sont pas extensives. Il va falloir faire des choix. La politique, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer à certaines choses. Eh bien, nous, tous ensemble, nous demandons l'arrêt des investissements en matière d'infrastructures autoroutières à péage, en plus, inutiles, qui vont aller financer un concessionnaire autoroutier qui ont déjà beaucoup de profits, parce que depuis que Thierry Breton et Nicolas Sarkozy ont confié les concessions d'autoroutes aux entreprises privées, ça va le profit, ils en ont fait beaucoup. Même le gouvernement d'Elisabeth Borne reconnaît que les profits des concessionnaires autoroutiers sont trop importants. Pour dire, quand même, et on est d'accord avec le gouvernement, d'accord. Ce qui veut dire, là-dessus on est d'accord. Donc ce qui veut dire qu'il faut réorienter. La réorientation, on propose notamment qu'elle soit faite sur le ferroviaire. Alors,
Donc, l'arrêt du financement par la métropole, celle-là on la garde toujours, c'est parce qu'elle date d'avant 2020, mais pour ceux qui suivent, vous savez que la métropole a changé d'avis. Donc les 66 millions ne sont plus sur la 133-134, vous avez ici le tracé, donc là c'est Isnoville. On rappelle qu'il se sépare en deux parties, d'accord. Ici, une partie qui s'appelle le Baron-Leroy et une partie qui va aller sur le rond-point des Vaches. Ça, on a gagné la position de la métropole. Maintenant, il faut gagner à la région, au conseil départemental de Seine-Maritime et à l'État, qui restent, eux, des collectivités qui sont favorables à ces 133 à 134, en tout cas en attendant les arbitrages de l'État. Je rappelle juste, parce qu'on attend les arbitrages de l'État sur les autoroutes depuis presque 6 mois. Depuis 6 mois, on nous dit oui, bientôt on va vous dire. On n'a toujours aucune nouvelle réelle et concrète. Donc, en ce qui nous concerne, on propose donc l'amélioration de lignes, par exemple, entre Yvetot et Val-de-Reuil. Le CESGAR présentera ses propositions. Monterolier-Gaillon, par exemple. Alors, tout ça est décrit dans une contribution qui est sur le site des FEDSER, que vous pouvez retrouver. Une liaison entre Claire et Monterolier, avec une liaison à Elbeuf, ici, par ce petit bout-là qui est traité, qui est aujourd'hui presque fermé, enfin, qui est en mauvais état, sur lequel il faudra avancer. Nous, on demande une étude pour faire une halte ferroviaire sur Martinville. Donc ici, vous avez tout le quartier, on va dire, de la fac de médecine et du pôle innovation santé, le conseil régional, c'est-à-dire l'est de Rouen. Et ici, vous avez la ligne de Monterolier, la ligne de Paris, la ligne d'Amiens. Eh bien, voilà un endroit où on pourrait mettre une halte ferroviaire pour avoir une desserte pendulaire. La réouverture des gares. Alors, je voudrais rendre un petit hommage à ce moment-là à Florian, qui est là-bas, qui est membre des FEDSER, qui a beaucoup travaillé à la réalisation de cette étude, et qui a d'ailleurs généré cette carte. Ici, en Poitiers, vous avez les gares à réouvrir. Les gares potentielles. Et là, vous avez les gares actuelles. Et on voit ici des manques pour arriver à un maillage complet du territoire. D'accord? Donc, réouverture de gares. On adapter l'offre horaire. Alors, première chose, parce qu'on a voulu aussi changer un peu essayer de frapper les esprits, nous, on propose qu'il y ait une offre ferroviaire sur le temps du week-end. Pour faire comprendre à nos concitoyens que pour aller à Dieppe, voir la mer avec les enfants le samedi après-midi ou le dimanche, on peut prendre le train. On peut prendre le train. On n'est pas obligé de prendre la voiture. Si on veut aller à Claire, on peut prendre le train. Mais ça, il va falloir quand même communiquer, il va falloir avancer, parce que les habitudes, elles sont faites de façon à ce que, on prend la voiture, on va pas regarder les horaires de train, etc. Et bien là, il y a un travail à faire pour faire évoluer. Évidemment, sur ce qu'on appelle le pendulaire, c'est-à-dire domicile-travail, augmenter les cadencements sur les lignes que vous avez vues, 20-30 minutes en fonction de la gare, et puis des trains plus tôt le matin et plus tard le soir. C'est-à-dire essayer de créer vraiment ce système express métropolitain cher à SESGA. L'offre d'humanisation des gares, on est d'accord là-dessus, je pense que les syndicalistes reviendront dessus, il faut des humains dans les gares. On ne peut pas rester avec des gares où il n'y a pas d'humains, ce n'est pas possible. On a besoin, et tout le monde n'est pas connecté, on a besoin de régénérer du lien, et c'est un des éléments qui permettra ce report modal de la voiture avec une offre différente. Nous, on tient beaucoup à l'intermodalité train plus vélo. Ça ne surprendra pas grand monde ici, mais c'est quand même un élément central. En milieu urbain, on le voit, c'est en train d'évoluer. On a des besoins de liaison, il y a besoin de services, il y a besoin de stationnement, de systèmes de location, etc. Il y a plein d'idées intéressantes à mettre en place. Juste un mot pour dire qu'on demande aussi à la métropole de créer ce qu'on appelle un conseil de défense ferroviaire. C'est-à-dire, le conseil de défense, il a été créé au niveau énergétique par Nicolas Meyer-Rossignol et la majorité métropolitaine. L'idée, c'est de dire qu'on a une crise énergétique à travers la situation en Ukraine, à travers la question du pétrole. Il faut qu'on réunisse tous les acteurs pour prendre en compte la question de l'évolution énergétique sur les boulangers, etc. Enfin, sur toutes les parties de la population. Eh bien, nous demandons la même chose au niveau ferroviaire. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui,
il faut qu'il y ait tous les syndicats, les acteurs, etc. et que ensemble des plans d'action soient faits pour avancer réellement et concrètement et qu'on puisse mesurer ces avancées. C'est un des problèmes, c'est qu'on a du mal à avancer. Alors les propositions pour les déplacements de marchandises, je vais essayer de faire très vite. Je n'ai pas l'heure, donc il faut me dire, parce que des fois je peux être long. Alors, là il y aura un petit débat, puisque les syndicalistes proposent des solutions. Nous, on est très axés sur les autoroutes ferroviaires. Parce que quand on a travaillé sur le sujet, on a les partisans du grand contournement ouest de Paris, contournement faux à contournement est de Rouen, je ne le refais pas 10 fois, disent oui, mais quand un camion part de Copenhague et va à Lisbonne, le fameux Copenhague-Lisbonne, vous avez la CCI, et ça fait 15 ans qu'ils racontent les mêmes trucs dans la presse, il passe à Rouen, il passe sur le pont Mathilde, en plein milieu de la ville des Rouennais, donc il faut mettre une autoroute à l'est pour permettre aux camions de ne pas passer. D'abord, le Copenhague-Lisbonne ne passe pas par Rouen, mais ça c'est une autre histoire. Mais nous proposons des autoroutes ferroviaires. Qu'est-ce que c'est qu'une autoroute ferroviaire? C'est une autoroute sur laquelle on va mettre des camions qui font Copenhague-Lisbonne sur des trains. Ok, vous voulez mettre des camions, on va les mettre sur des trains. Et ils vont être chargés et déchargés ensuite, et on va arrêter. On a une expérience en France, c'est le Calais-Boulou, et par an, selon le ministère, parce que nous n'inventons rien, c'est 18 400 tonnes de CO2 en moins par an. La ligne Calais-Boulou. Boulou, c'est situé à côté de Barcelone, pardon. Enfin, non, pas de Barcelone. De Perpignan. Ouais. Pas dans l'axe pour aller à Barcelone, mais en France. Et donc, c'est 18 000 tonnes de CO2 en moins. L'autoroute A133, A134, c'est 50 000 tonnes de plus par an qu'une autoroute. Donc, oui, il faut faire des autoroutes ferroviaires. Les syndicats représenteront d'autres systèmes. Je passe sur la question du report modal du fret à travers la possibilité de faire des vrais aménagements autour de Paris. Ça aussi. Et je m'en arrête là parce que je voudrais laisser la parole aux autres structures en disant que tout ça est bien évidemment sur notre site, détaillé, soumis au débat, à vos avis et à l'enrichissement, mais aussi, excusez-moi de vous solliciter, mais aussi à diffusion. On s'aperçoit, et je voudrais finir par ça, on a envoyé un communiqué de presse cette semaine. Nous, cette contribution, elle est sortie il y a 8 mois, 10 mois, je ne sais plus. On a fait un point presse. On a eu 2 journalistes sur les questions ferroviaires. Alors, je sais que les SESGAR, ils ont une audience assez importante, c'est très bien pour eux. Mais on s'aperçoit tout de même que, et là pour aujourd'hui, on a été très très peu couverts. Il y a besoin de diffuser ces idées, de diffuser, que vous soyez d'accord partiellement ou totalement, mais d'appuyer au sein de la population, parce que médiatiquement, on ne peut pas dire qu'on soit aidé. Ce qui me permet de signaler que cette réunion est enregistrée et diffusée en direct live sur Facebook. S'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, vous levez le doigt et on essaiera de ne pas vous cadrer. Madame, là-bas ne veut pas être visuelle. Voilà. Eh bien, je laisse la parole à Jean-Louis. Je te mets ta carte. Ça te va? Peut-être vous présenter. Moi, c'est Jean-Louis Dalibert, je suis président de SOSGAR, qui est une association citoyenne de défense du service public ferroviaire qui s'est créée en 2018 pour défendre 3 gares au départ, les gares de Sotteville, Saint-Étienne-du-Rouvray et Ouessel. À l'époque, c'était la réforme ferroviaire 2018. On savait qu'il y avait des menaces sur le guichet de Ouessel qui risquaient de fermer. Notre première action, ça a été d'empêcher la fermeture du guichet de Ouessel et d'empêcher la réduction de ses horaires. On a limité la réduction des horaires d'ouverture, mais on n'a pas réussi complètement à faire en sorte que, parce qu'avant c'était ouvert le premier train, le dernier train, maintenant on dirait que c'est ouvert aux heures de bureau et quelquefois ça ferme le dimanche et les jours de fête. Alors qu'avant c'était aussi ouvert 7 jours sur 7. Il y a 3 ans maintenant, 4 ans, le gouvernement a lancé l'idée de développer le transport ferroviaire en milieu urbain.
dans le cadre de sa politique de transition écologique. Et à l'époque, il a lancé, il a demandé à SNCF Réseau de faire une étude nationale pour voir dans quelle ville on pouvait créer ce qu'ils appelaient à l'époque des réseaux express métropolitains. À ce moment-là, nous, en tant qu'association, on s'est dit que c'est une opportunité pour relancer des propositions qui existaient déjà dans l'agglomération rondaise depuis 1986, puisque à cette époque-là, les cheminots CGT avaient proposé de réutiliser toutes les lignes de l'étoile ferroviaire de Rouen pour transporter les voyageurs de manière quotidienne, 7 jours sur 7, avec plus d'amplitude, etc. Donc, à ce moment-là, on s'est adressé à tous les élus politiques de l'agglomération, c'était les municipales, pour leur demander de réfléchir au développement du ferroviaire dans la métropole rouennaise, aussi bien au niveau voyageurs que fret. Alors, fret, je vais pas être très long sur le sujet parce que je vais laisser les syndicalistes vous expliquer leur proposition. Vous savez qu'actuellement, les cheminots sont en lutte pour empêcher le démantèlement du fret public SNCF. Il y avait d'ailleurs un rassemblement à Sotteville le 21 novembre qui a réuni tous les syndicats cheminots, des associations et les élus politiques qui étaient opposés au démantèlement du fret public. Donc, à cette époque-là, nous avons sollicité la région, la métropole, pour qu'ils se portent sur les rangs, sur les études qui allaient être menées sur les services express métropolitains. Et en même temps, on a réfléchi en tant qu'association à quelles propositions on pouvait faire. On les a fait connaître en octobre 2022. Ces propositions n'ont pas été élaborées uniquement par SOS Gare. Je voulais le dire aussi. Il y a 3 associations qui ont travaillé sur ce dossier-là. Il y a SOS Gare, mais aussi le comité de défense du triage SNCF de Sotteville, et il y a le comité de vigilance ferroviaire Normandie, qui est une structure fédératrice sur toute la Normandie, lancée par la CGT cheminot pour essayer d'impliquer les usagers et les élus dans la défense du service public ferroviaire. Donc en octobre 2022, on a travaillé sur ce qu'on a appelé à l'époque le projet de service express métropolitain. Alors, pour ceux qui connaissent bien la géographie rouennaise, vous savez que tous les axes routiers suivent les vallées et ils sont saturés. Et parallèlement à tous ces axes routiers, il y a des lignes de chemin de fer. Et notre proposition, c'est de réutiliser toutes ces lignes pour avoir un service ferroviaire qui fonctionne de 5h à 23h, cadencé au quart d'heure en heure de pointe, à la demi-heure en heure creuse, et 7 jours sur 7. C'est le principe de tous les projets de services express métropolitains sur toute la France. Alors, ils sont appelés aussi RER métropolitains, mais juridiquement, puisque la loi a été votée le 15 novembre à l'Assemblée nationale, il y a eu un jeu de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avec le vote en deuxième lecture, Assemblée nationale le 15 novembre. Juridiquement, ça s'appelle maintenant services express régionaux métropolitains. La dénomination veut marquer le fait qu'il y a 2 collectivités qui sont plus fortement impliquées pour piloter ces projets-là. La région qui est autorité organisatrice des transports et les métropoles. Tous les services express régionaux métropolitains reposent sur les mêmes principes. Je vous le disais, il y a le cadencement, l'amplitude horaire, la durée sur la semaine, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants. Dans ces services express métropolitains, le train est la colonne vertébrale du service, mais n'est pas le seul service. C'est-à-dire que ce sont des projets qui articulent
les liaisons ferroviaires avec d'autres modes de transport comme le bus ou le vélo. D'ailleurs, le couple train-vélo, Guillaume a parlé tout à l'heure, est très important par rapport à l'alternative à la voiture. Et donc, ça veut dire que dans un service express métropolitain, à partir de chaque gare, il y a un pôle multimodal de créer avec rabattement de bus, avec accès vélo, accès piétonnier, parking relais, etc. Donc ça, c'est très important par rapport au projet. Autre point commun à tous les services express régionaux métropolitains, c'est l'intégration tarifaire. C'est-à-dire que c'est 50%, quand vous regardez ce qui se passe en Suisse ou en Allemagne, c'est 50% de la réussite du projet. C'est le fait d'avoir un pass unique, un ticket unique pour prendre le train ou prendre le bus ou accéder à d'autres services comme le parking par exemple, ou la station de vélo, etc. C'est très important comme point, mais c'est un point très difficile à travailler et qui prend beaucoup de temps. Donc, ce qui est conseillé quand on monte un service express régional métropolitain, c'est de prendre en compte la question d'intégration tarifaire dès le début. Autre point important, c'est le fait que ça peut se construire par étapes. À partir du moment où vous réutilisez des infrastructures ferroviaires existantes ou d'autres qui sont améliorées ou d'autres où il y a des travaux importants à faire, ça veut dire que les trains, pour certaines d'entre elles, roulent déjà sur ces infrastructures. Et on sait, les études le montrent, qu'on peut déjà mettre plus de trains sur certaines infrastructures. Donc on peut concevoir les projets avec une première étape où on augmente l'offre ferroviaire, une deuxième étape où on passe à un palier supérieur avec plus d'offres, avec un peu plus de travaux, et une troisième étape avec un projet plus définitif où on a levé toutes les contraintes et où on s'est préparé au niveau des financements et au niveau de l'acquisition de matériel, du personnel, etc. À Strasbourg, il y a un service express métropolitain qui a été créé il y a 1 an. Ça ne s'est pas fait par étapes. On a voulu mettre tout de suite beaucoup de trains et on s'est aperçu qu'on n'était pas en capacité de mettre tous les trains qui étaient nécessaires dès le départ pour créer le service maximum. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en préambule. Alors en octobre 2022, je ne vous ai pas mis cette petite carte-là, mais on ne raisonnait dans nos propositions que sur le territoire immédiat de la métropole. Donc on proposait de, bien sûr, réutiliser la ligne déjà existante, le TER entre Yvetot, Rouen et Saint-Aubin, les Elbeuf. Alors il fait Yvetot, Barentin, Rouen, Souville, Saint-Étienne, Boissel, jusqu'à Saint-Aubin. Il existe déjà. On peut déjà rajouter des trains dessus. Sur la partie Yvetot-Rouen, sur la partie Rouen-Saint-Aubin, c'est un peu plus compliqué parce que là, on a des contraintes techniques et des circulations de trains qui ne permettent pas beaucoup plus, autant que sur la partie Yvetot-Rouen. Mais ça pourra se lever dans le temps avec un certain nombre de travaux qui pourront désengorger la gare Rouen rive droite, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et on proposait une deuxième ligne qui faisait Claire-Rouen-Serqueux. Alors Claire-Rouen, c'est une ligne qui existe déjà, c'est la ligne Rouen-Dieppe, qui est électrifiée jusqu'à Malonnet. On proposait dans le projet de continuer l'électrification en poursuivant jusqu'à Claire. L'idéal, c'est que l'électrification soit jusqu'à Dieppe. Et l'autre partie de cette ligne-là, qu'on appelait la ligne B, c'était pour aller de Rouen jusqu'à Serqueux, en réouvrant des gares comme celle de Darnétal, des haltes qui ont été fermées par la région en 2019, comme celle de Saint-Martin-du-Vivier, ou en créant de nouvelles haltes comme celle
Disney. Et puis, après la troisième partie du service express métropolitain qu'on proposait en 2022, c'était réouvrir une ligne qui est utilisée actuellement, et ça je tiens à le dire, pour le fret ferroviaire, une ligne qui dessert le port de Rouen. Donc cette activité fret, il faut la maintenir, et nous, en tant qu'association, toutes les lignes qu'on propose d'utiliser, on propose que ça soit compatible avec la poursuite de l'exploitation en termes de fret ferroviaire, puisque tout le monde ne sait peut-être pas, mais le fret ferroviaire, de par ses investissements et de par la part qu'il prend à la rémunération des sillons, contribue à faire en sorte que le prix du billet voyageur ne soit pas trop élevé. Donc supprimer le fret, c'est avoir un prix du billet voyageur plus élevé. Et donc cette ligne, on propose de réouvrir la ligne Rouen-Gauche jusqu'à Elbeuf-Ville, donc en passant par toutes les villes qui sont sur le trajet, Grand-Quevilly, Couronne, Grand-Couronne, jusqu'à Elbeuf-Ville, en sachant qu'actuellement cette ligne-là est électrifiée jusqu'à Petit-Couronne, et que de Petit-Couronne à Elbeuf, là, on est en monovoie, mais dans nos propositions, proposer d'utiliser les matériels qui existent actuellement à la SNCF, qui permettraient de rouler en électrique sur la partie électrique et en thermique sur la partie qui n'est pas électrifiée, en attendant que des travaux plus importants puissent se faire. Ça, c'est ce qu'on proposait en octobre depuis 2022. Depuis, on a fait évoluer notre proposition au regard de deux choses. La première, c'est qu'en juin 2022, SNCF Réseau a été mandaté par l'État, la région, la métropole, pour conduire des études de faisabilité sur la réalisation du service express métropolitain. Et l'étude montre qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que nous proposions, et propose de réouvrir le ferroviaire jusqu'à Louviers, à partir de Val-d'Oreuil, et propose aussi de faire une petite incursion jusqu'à Bourg-Trouve, et vous avez vu d'ailleurs que la région va augmenter le nombre de trains qui s'arrêtent à Bourg-Trouve et au Pont de l'Arche au mois de décembre. Par contre, il n'a pas augmenté les trains qu'il avait supprimés sur le TER Ifto-Rouen Saint-Aubin-les-Étoffes en 2019, alors que nous demandons que dès maintenant on a plus de trains. Il y en a qui ont été supprimés il y a 4 ans et qui n'ont pas été remis depuis. Donc là, il y a un combat citoyen aussi important. Donc on propose donc de prolonger notre projet jusqu'à Louviers, et vous verrez. Alors il y a un pointeur. Je vais le faire si tu veux. Tu veux que je fasse quoi? Non, là c'est bon. C'est bon? Je suis pas pointé. Ah, tiens. Ici sur la petite étoile. Oh, pardon. Et après, je vais peut-être m'arrêter parce que je vais commencer. En fait, nous, au départ, la ligne C que l'on proposait d'arrêter à Rouen-Saint-Sever, on propose de la prolonger jusqu'à Louviers. La ligne A, on garde pareil, Claire, Rouen jusqu'à Cercueil, et la ligne B, on la garde pareil. Notre proposition est complètement différente de l'étude de SNCF Réseau. SNCF Réseau propose de faire une gare centrale à Rouen-Saint-Sever et de ramener tous les trains en terminus à Rouen-Saint-Sever, toutes les lignes. Et nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette proposition-là. Un principe des services express métropolitains dans tous les projets, c'est de ne pas faire de terminus en gare centrale, mais de faire en sorte que les gares centrales soient traversées par les trains. Ça permet de mettre plus de trains et ça permet de ne pas faire stationner de trains à la gare centrale. Donc,
Et l'autre aspect qui nous pose problème par rapport à cette proposition, c'est de délaisser la gare Rouen-Droite, et nous, on pense qu'elle peut toujours avoir une utilité. Et puis l'autre point de divergence avec SNCF Réseau, et je le rappelle là, c'est que eux, à partir de l'arrêt Flaubert, dans le quartier Flaubert, ils font passer le train sur la route pour rejoindre la gare d'Arnétal et aller à Cercle. Donc c'est pas du tout les mêmes lignes. Et ils proposent un tram-train. Le tram-train, c'est un matériel léger qui circule sur les rails sur une partie et qui passe sur la route sur une autre partie. Et dans d'autres associations, et avec les cheminots avec lesquels on travaille, on n'est pas très favorable à ce type de solution parce que c'est du matériel léger et ça induit un entretien beaucoup plus léger et moins lourd des voies ferroviaires, ce qui à terme peut remettre en cause le fret. On connaît des cas où le fait de faire rouler des trams-trains, ça conduit l'utilisation en fret par la suite. Et l'autre aspect sur lequel on n'est pas d'accord, c'est que c'est beaucoup moins capacitaire qu'un train. Un train, ça peut enlever 300 voyageurs. Un train, c'est 100 voyageurs. C'est 3 fois moins. C'est un autre aspect, dernier, puis après j'arrête là. Le train, il faut bien se mettre dans la tête qu'en milieu urbain, c'est un moyen d'amener les gens de très loin, de 30-50 km, en plein cœur des villes, de manière massive et de manière plus rapide que par la route, ou autre mode de transport. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Sud Rail, donc je vous laisse vous présenter, on va faire monsieur présentateur. Ouais, donc j'interviens dans Sudrail cet après-midi. Donc Sudrail, comme vous le savez, c'est un syndicat de défense des travailleurs du rail, mais nous avons aussi des propositions pour développer le ferroviaire, que ce soit pour les personnes comme pour les marchandises. Et à ce titre, nous sommes dans le collectif contre l'autoroute A133-134, parce que nous sommes contre ce projet polluant et inutile, et pour réorienter en fait l'argent qui serait mis dans ce projet pour le développement du ferroviaire. Donc dans une première partie, je vais faire un tableau, brosser un tableau, un état des lieux du ferroviaire. Donc en fait, on a reçu récemment les derniers chiffres au niveau des transports du gouvernement. Alors, en fait, dans les transports entre 90 et 2022, nous sommes passés de 123 à 130 millions de tonnes équivalent CO2, soit une augmentation de 5,5%. Parallèlement, dans les autres activités, c'est-à-dire l'industrie, la manufacture, l'énergie, etc., toujours entre 90 et 2022, donc sur 30 ans, là, nous sommes passés de 415 à 273 millions de tonnes équivalent CO2, soit moins de 34%. Voilà. Donc ça montre bien que le transport est la seule activité, donc Guillaume l'avait déjà dit en préambule, mais donc le transport reste la seule activité à n'avoir pas fait baisser son niveau de CO2, au point de représenter 32% des gaz à effet de serre en 2022, soit plus 2,3% par rapport à 2021, puisque ça ne cesse d'augmenter. Et la route, dans les transports, la route est responsable de 92% des gaz à effet de serre, alors que le ferroviaire, lui, est responsable de moins de 0,5% des gaz à effet de serre, voilà, dans le secteur des transports. Donc en plus de cela, comme tout le monde le sait, la route tue. Il y a encore eu plus de morts et de blessés en 2022 par rapport à 2021. Donc les derniers chiffres, c'est quand même 3267 décès, soit plus 11% de décès sur la route, dont ceux impliquant les poids lourds, mais donc 408 décès impliquant les poids lourds, soit plus 4,1%. Voilà. Donc, également au niveau de la part modale du ferroviaire, on a les derniers chiffres. Au niveau voyageurs, il y a eu une nette augmentation donc, des personnes qui ont pris le train en 2022 par rapport à 2021. En gros, en 2021, donc, la part était de 10% et elle passe en 2022 à 11,8%. Donc, au niveau des personnes qui ont utilisé le train.
Donc à noter d'ailleurs que 99% des voyageurs qui sont transportés par le train sont bien transportés par une unique entreprise qu'est la SNCF. Et alors si on compare par rapport au fret ferroviaire, là c'est tout l'inverse. En 2021, nous étions à 10,7% de part modale, et en 2022, il y a eu une baisse de 0,3 points, et on passe à 10,4%. Voilà. Alors donc à noter que le fret ferroviaire est ouvert complètement à la concurrence depuis 2006. Donc à l'époque, beaucoup de libéraux, que ce soit au niveau français comme au niveau européen, avaient dit que le développement de la concurrence allait justement développer la part modale du fret ferroviaire, que nenni, c'était exactement l'inverse. Ça n'a cessé de baisser. Si on se rappelle un petit peu, donc là je vais remonter un peu loin, mais en 1950, 2 tiers des marchandises étaient transportées par le rail. En 1984, c'était encore 30% des marchandises qui étaient transportées par le rail. Et donc ça ne cesse de baisser. Et en fait, quand il y a eu l'arrivée de la concurrence, les entreprises ferroviaires privées se sont jetées sur les trafics potentiellement rentables, donc les trains dédiés, donc ils ont récupéré ces trains-là, mais en aucun cas ils n'ont développé de nouveaux transports, de nouveaux trafics. Et à l'inverse, la SNCF, qui en fait faisait un petit peu quand même de péréquation tarifaire, s'est retrouvée avec ces trains qui lui rapportaient un petit peu partie à la concurrence. Et ça a creusé le déficit de fret SNCF. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, il y a, je vais aller vite, mais il y a une commission d'enquête une commission d'enquête européenne une enquête européenne qui a été ouverte en début d'année, en 2023, par rapport au financement de fret SNCF. Et comment dire, le gouvernement français n'a pas attendu les conclusions de cette enquête-là. Et le 23 mai 2023 a annoncé un plan qui concrètement va se traduire par la liquidation de fret SNCF, par 30% du trafic de fret SNCF qui va devoir être remis à la concurrence. Donc ça a déjà commencé. Il y a au moins 15 flux qui vont partir à la concurrence dès le 31 décembre de cette année. Donc tout ça, ça ne développe pas le fret ferroviaire. C'est en plus des trains entiers dédiés, donc les plus faciles à produire, ceux qui coûtent le moins cher et à produire et qui potentiellement peuvent rapporter un petit peu, sachant que toutes les entreprises ferroviaires, privées comme publiques, de toute façon sont en difficulté et perdent de l'argent. Mais voilà, donc ça ne développe pas. Le gâteau continue à se rétrécir, si je peux faire cette image-là. Et en plus, dans ce plan d'utilisation, il est prévu 500 suppressions d'emplois de cheminots qui travaillent à fret SNCF. Donc ce n'est pas en supplément de 500 postes qu'on va développer le fret ferroviaire. Voilà, donc c'est clairement une catastrophe à laquelle on essaye de s'opposer. C'était l'objet de la manifestation du 21 novembre à Sainte-Villeroy. Nous étions plus de 500 avec tous les syndicats de cheminots, plusieurs associations et des élus en soutien. Voilà, donc pour résumer donc, cette première partie, en fait on peut constater qu'il y a plus de pollution dans les transports, plus de morts sur les routes, un peu plus de voyageurs transportés dans les trains, mais moins de fret ferroviaire. Donc ce sont que quelques chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, mais enfin ils sont parlants. Ça vient prouver que malgré les promesses, malgré la COP21, malgré en 2016 le Grenelle de l'environnement, etc., malgré toutes les annonces des différents gouvernements passés et l'actuel sur la décarbonation des transports, pour l'instant ce n'est que de la poudre aux yeux. Voilà, donc dans une seconde partie, donc, je vais un petit peu développer du coup les propositions locales et sur le territoire. Alors je vais être bref sur la partie voyageurs puisque ça a été développé longuement par SOS Gare. Peut-être accentuer sur la réhumanisation indispensable des gares. Si on veut que le train soit accessible à tous,
effectivement, il faut qu'il y ait du personnel, non seulement pour la vente des billets, mais également pour aider les personnes, pour les renseigner, pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que. Il faut également améliorer les points d'arrêt ou les haltes. À minima, il faut quand même installer un abri, des sièges et mettre des écrans pour justement avoir un minimum d'indication horaire ou sur quelle voie va passer le train. Également, comme disait Guillaume en premier intervenant, donc on est bien sûr pour améliorer et développer l'intermodalité train-vélo. Donc bien sûr, ça nécessite plus de place dans les trains pour mettre son vélo. Éviter les crochets aussi, puisque les vélos peuvent être lourds et c'est pas toujours évident de mettre son vélo sur un crochet. J'avais noté, bien sûr, donc ça c'est une coordination, pour une complémentarité des moyens de transport, et donc amplifier les pistes cyclables pour arriver aux gares, prévoir des ascenseurs pour descendre les vélos sur les quais. Je ne sais pas si vous avez connu, mais à une certaine époque, la SNCF louait des vélos en gare de Verdon, par exemple, pour aller à Giverny. Donc c'est un service qui a été supprimé, et bien évidemment, on est pour que la SNCF puisse rétablir ce genre de service destiné à la population. Voilà, donc je développe encore plus par rapport aux voyageurs. Je vais plus m'attarder par rapport au trafic ferroviaire des marchandises. Donc en fait, nos propositions s'articulent sur 3 ambitions, avec bien sûr en préalable, comme je disais, l'abandon de l'autoroute à péage A133, A134, pour réorienter massivement les financements publics vers le développement du ferroviaire. En fait, il y a une disproportion totale au niveau des financements en faveur de la route depuis des dizaines et des dizaines d'années, soutenus par le lobby pétrolier, le lobby routier, etc. Donc, il nous reste quand même des infrastructures sur l'agglomération de Rouen. En fait, le collectif de défense du triage de Setteville en son temps avait permis le maintien des infrastructures. Je crois que c'est jusqu'en 2026. Donc, bien évidemment, ça nécessitera de l'investissement, des travaux, de la régénération des voies, pour en fait réactiver le triage de Setteville-Rouen. Le triage de Setteville-Rouen a été l'un des plus grands triages en Europe. Et en fait, il est indispensable si on veut redévelopper le wagon isolé. Dans les années 70, dans les années 80, il y avait beaucoup d'industries lourdes qui nécessitaient des trains entiers. Voilà, on est passé à une autre époque. Et en fait, les entreprises peuvent avoir besoin d'un wagon, 2 wagons, les petites et moyennes entreprises. Et donc, si on veut desservir d'une manière fine le territoire, il faut développer le wagon isolé. Et donc, ça nécessite un triage pour former les trains. Il faut savoir qu'actuellement, à Setteville, on n'est plus que 50 cheminots à travailler à la SNCF. Et en fait, quand je dis Setteville, c'est pour toute la région Normandie. Donc, sur l'ensemble de la région Normandie, on n'est plus que 50. Voilà. C'est vraiment juste incroyable, quoi. Si vous voulez, à Setteville, en gros, en moyenne, il y a 3 trains par jour. C'est tout. Voilà, c'est aussi peu que ça. Voilà. Et alors, on bosse encore sur le port de Rouen, notamment en amenant des trains de céréales. Mais il y a encore énormément d'ITE qui ont été laissés à l'abandon, qu'il faut réactiver pour pouvoir desservir les entreprises, un maximum d'entreprises ferroviaires. Ça nécessite, forcément des dispositions réglementaires, des dispositions législatives pour favoriser le ferroviaire, parce qu'il y a une distorsion de concurrence énorme entre la route et le ferroviaire, puisque la route ne paye pas tous ses coûts. Il y a un certain nombre de coûts induits qui ne sont jamais payés par le transport routier, qui en plus a le gazole détaxé, que ce soit la pollution, le bruit, que ce soit les accidents de la route. Voilà, donc par exemple, au niveau du coût des infrastructures, la SNCF, dès qu'elle veut faire rouler un train, paye un péage entre un point A et un point B
sur un sillon donné, alors qu'on sait que le transport routier paye très peu les infrastructures et pas du tout au niveau où il peut les abîmer. Voilà. Donc, la réactivation du triage de cellules est indispensable, notamment pour le port de Rouen, mais aussi pour le port du Havre. Donc, avec l'ouverture, donc le deuxième point, c'est la réouverture progressive de tous les embranchements, un maximum d'embranchements en particulier donc le port, mais aussi toute la zone industrielle, Sotteville, Saint-Étienne, Wessel. Ça peut être aussi sur la rive droite le Mine. Voilà, donc il y a, comment dire, un gros potentiel et ça nécessitera, ça ne sera pas du jour au lendemain, ça ne sera pas voilà, ça demandera une volonté politique et ça demandera, comment dire, un plan de financement pluriannuel qui puisse justement développer le fret ferroviaire sur notre région. Et, parce qu'on est pour la complémentarité des transports, il faudra également la création de plateformes logistiques. Nous, on pense que l'emplacement idéal pourrait être situé sur la commune de Grand Couronne, mais en tous les cas, il pourrait y avoir aussi d'autres plateformes plus modestes, de manière à favoriser cette complémentarité des transports. On ne dit pas que tout doit passer par le ferroviaire, on sait bien que les derniers kilomètres peuvent aussi être faits par la route, mais ça nécessite une complémentarité des transports. Et du coup, je voulais conclure. J'ai prévu un petit quelque chose. Voilà, que du coup, pour conclure, que Sudrail souhaitait la réalisation d'un système de transport en commun alliant l'efficacité, la modernité et la sécurité. Donc, il nous faut un maillage cohérent des différents modes de transport qui puissent donc irriguer tout le territoire, que la métropole, en Normandie, comme le conseil régional, ont tous les atouts pour répondre aux besoins de transport de la population et des marchandises, et ainsi combler son retard vis-à-vis des grandes métropoles européennes. Donc à la concurrence, Sudrail oppose la complémentarité des divers modes de transport. On n'oublie pas qu'il y a le fleuve Seine, qu'il faut également, qu'on peut également développer. Le but étant de répondre aux besoins des citoyens par meilleur aménagement du territoire et avec le moins d'impact sur notre environnement et sur le climat. Donc, comme je disais, nous, on est prêts à participer à toutes les mobilisations pour le développement du transport ferroviaire. Et c'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'appelle la CGT cheminot. Je te laisse te présenter. Et c'est parti. Donc, bonjour à tous. Moi, effectivement, je représente la CGT des cheminots, première organisation syndicale chez les cheminots, à la SNCF et sur l'ensemble des métiers du ferroviaire. Alors, nous présence ici, bien sûr, on partage beaucoup de luttes communes et la lutte contre cette autoroute est pour nous aussi primordiale, non pas contre la route de venir à pied, mais nous aussi on est contre la complémentarité des modes, et que du coup, depuis des années, on a simplement une politique on met tout l'argent public vers le routier et on considère que cet argent doit être utilisé plutôt pour développer un mode de transport plus écologique, un mode de transport qui permettrait de développer l'économie locale et même l'économie nationale face aux besoins qu'on a en territoire, et aussi au niveau national. Donc je vais faire assez court puisque c'est assez cohérent. Les phrases d'intervention précédentes ont un peu... j'ai pas envie de faire une répétition par rapport à ce qui a été dit. Donc je vais sûrement être obligé d'en faire un tout petit peu parce qu'on a quand même cassé pas mal de tableaux. Mais donc pour développer le ferroviaire, il faut un outil ferroviaire. Actuellement, ça a été dit par Stéphane, on a une procédure juridique européenne qui est sous couvert de cette politique. Pas vraiment derrière ça, c'est un acte politique qui est fait pour casser le ferroviaire, pour casser un outil public. Cet outil public, comme beaucoup d'autres, comme la EDF, mais aussi dans la communication, ces outils ont été cassés depuis des années et depuis maintenant plus de 20 ans, on a des politiques industrielles vis-à-vis du ferroviaire qui sont juste amenées pour réduire la voilure au niveau du ferroviaire. Et là, c'est le dernier acte. Le dernier acte, ils veulent se débarrasser complètement de cet outil public qui est le fret SNCF. Et ça, c'est dramatique pour le développement du ferroviaire en Normandie.
et particulièrement du coup sur la région normande, puisqu'avant on avait un outil industriel qui était le triage de Sotteville, qui permettait le développement de l'ensemble son intervention, son zone d'influence, c'était sur l'ensemble de la Normandie. Le triage de Sotteville, c'est important de le relancer pour le port de Rouen, qui est le port de Rouen, qui est le premier port céréalier, où beaucoup de transport passe par la route pour le développer, mais aussi pour le port du Havre, aussi pour le port de Paris, mais particulièrement pour celui du Havre, qui n'arrive pas, pour évacuer l'ensemble des marchandises qui arrivent par bateau, et aussi, simplement déjà parce qu'on parle du développement du port du Havre, mais déjà actuellement ils sont en difficulté, les routes sont complètement saturées, et là on n'est même pas sur une question écologique, on est sur production de carbone. Déjà actuellement, pour évacuer les marchandises qui viennent du port du Havre, on est en difficulté, les routes sont saturées et il faut absolument développer le rail. Donc le triage de Sotteville, la relance du triage de Sotteville, la relance d'avoir des voies d'accès qui pourraient permettre d'évacuer les marchandises du Havre sont vitales pour l'économie locale. Le triage de Sotteville, ça permettrait aussi, parce que sur la Seine, on a beaucoup d'entreprises qui sont reliées, comme c'était dit, au réseau ferroviaire, et ces entreprises, depuis un moment, la politique de la SNCF n'a pas fait qu'ils ont abandonné le ferroviaire. On leur a fait abandonner le ferroviaire. C'est l'entreprise qui a diminué la capacité d'acceptation de transport sur rail et remonté les prix pour faire partir les entreprises. Et après, ils ont démonté les voies. Donc on a bien vu que c'était des choix politiques, on voit bien que c'est des choix politiques, et des choix industriels et des choix de notre entreprise qui ont fait fuir les entreprises du rail. Donc quand on dit est-ce que c'est possible d'inverser les choses, ce qui a pu faire des choix politiques, oui, on peut inverser les choses par d'autres choix politiques. On le voit bien d'ailleurs juste pour finir sur le triage de Sotteville, c'est aussi l'importance pour le développement régional, la région aussi avec la basse Normandie, puisque c'est il y a énormément de produits agroalimentaires, mais pas tout, il y a aussi des produits de carrière ou d'autres marchandises qui sont produits en basse Normandie, et là-bas tout se fait quasiment par route. Donc l'intérêt d'avoir un triage, avant il y a beaucoup plus de triage que ça, en Normandie on n'a plus qu'un seul. Triage permettrait un triage encore qui ne fonctionne plus par gravitaire, qui fonctionne qui fonctionne à plat, et on a que quelques trains qui arrivent et qui partent par jour. Donc c'est un intérêt pour l'ensemble de la région et aussi pour la Normandie, et aussi pour l'agglomération vadaise. Donc voilà, je vais faire le fil de mon propos du coup, en de la Normandie, sur les questions politiques, comment on peut faire pour inverser les choses. On a fait des démarches, on a milité, bien sûr les chez nous militent, mais ça fait un moment qu'on considère qu'il faut aller vers l'extérieur de l'entreprise. Poser sur les décisions politiques, mais aussi convaincre que cet outil commun, que sont les entreprises publiques, et donc le ferroviaire, c'est pas simplement au cheminot de le défendre, c'est un intérêt collectif à le défendre. C'est pour l'économie locale, nos emplois, nos qualités de vie, et aussi notre capacité à vivre dans un espace où la pollution serait moindre. Et pour ça, on doit continuer à développer ce genre de réunions. Les manifestations qu'on a organisées dans l'unité, les organisations syndicales, en ouvrant aux organisations politiques et aux associations de défense du rail, peut-être qu'elles soient voyageurs ou fret, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à peser sur les décisions politiques. Donc il faut démultiplier ces réunions, c'est un peu l'appel que je lance, et nous on va continuer à construire ça. Et juste sur les autoroutes ferroviaires. On ne pose pas l'autoroute ferroviaire, c'est nécessaire, sauf que ça ne suffira pas. Et, il faut développer le ferroviaire, mais aussi des installations propres en localité pour avoir un transport ferroviaire de marchandises vraiment cohérent, et que ce réseau soit utile pour l'export à l'international, et aussi pour toute l'économie locale et régionale. Merci beaucoup. Alors, on a voulu aussi laisser la parole aux élus et aux principales forces qui travaillent avec nous depuis historiquement contre les autoroutes à 133 à 134. Alors, il y a 4 élus qui étaient prévus. Il y en a un qui est malade, qui a le Covid. C'est Hugo Langlois du PS qui ne peut pas être là, mais je le dis quand même. Ensuite, on a le vice-président en charge des transports à la métropole qui fait partie. Alors, j'appelle toujours ça EELV, mais ça, c'est parce que. Mais ça s'appelle les écologistes. J'ai essayé de réviser. Ensuite, il y aura Pascal Lecousin du Parti communiste français et Alexis Vernier de la France Insoumise.
Je ne me trompe pas sur les appellations. Je vous propose de laisser la parole tout de suite à Cyril Moreau, donc vice-président en charge des transports, qui est là aussi en tant qu'écologiste. Et puis après, on se donne 5 minutes par élu pour montrer le soutien, c'est aussi important. Et puis ensuite, la parole vous sera donnée. Merci. Alors, faire quelque chose d'exotique, c'est de faire une réunion où on parle du train sans en parler, puisqu'il y a Pascal, qui est élu ferroviaire, qui va en parler de façon principale. Comme tu l'as dit, on est plusieurs élus à la métropole. Moi, je suis vice-président, mais il y a Pascal sur le train, il y a Hugo qui est sur le fluvial, il y a Juliette Divy qui est sur le vélo, et il y a Céline Lamotte sur le transport à la demande. Voilà. Mais c'est aussi une réunion sur stop à 133-134. Je vais juste quand même revenir sur le point de départ. Pourquoi, en théorie, l'État nous dit qu'on a besoin de cette autoroute? Il nous dit principalement pour améliorer la qualité de l'air sur Rouen. C'est quand même sa vocation écologique qui est mise en avant. On a combien de véhicules qui sont attendus en théorie selon l'État? 20 000 à peu près, Guillaume? Oui, avec un... 20 000. Donc ce sont des chiffres simples. Voilà. En fait, le trafic automobile sur Rouen, c'est 1 million. Voilà. Donc on essaie de nous faire croire, en admettant que ça fonctionne, parce que ça ne fonctionnera pas, qu'avec 20 000 véhicules, on va améliorer la qualité de l'air après 1 million de déplacements. Et tu l'as montré dans mon slide, on a énormément de déplacements sur des courtes distances. La problématique de la qualité de l'air, ce n'est pas les déplacements de transit, c'est des déplacements de courte distance. 25% des déplacements en voiture se font sur distance de moins de 2 km. Et quand ils sont en plein centre-ville, ils prennent la même place qu'un véhicule de transit, ça pollue beaucoup parce que les moteurs sont froids. Donc c'est une blague. On va poursuivre sur les blagues. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez choqué. On était tous avec Nicolas, avec Pascal, et avec Nicolas, Marie Rancignon, on avait convaincu de faire une alternative au projet de Contrôle-Metz après la décision d'arrêter le financement. On devait être reçu par le préfet, et première chose qui m'avait choqué, le préfet avait refusé de nous communiquer des éléments avant. Quand même un acte de défiance très fort par rapport à une autorité en exercice des mobilités. On arrive à la réunion et le préfet nous dit ce que l'on propose ne fonctionne pas. C'est embêtant parce que ce qu'on proposait, c'est ce qui avait été mis en œuvre par son prédécesseur au moment de l'accident du pont Maquis, c'est-à-dire à l'échangeur du Pucheuil, les véhicules passent par le nord puis par l'ouest. Mais par la magie des décisions de l'État, ça ne fonctionnait plus. Et quand on posait des questions aux fonctionnaires, je ne ferai pas quitter la personne, pourquoi ça ne fonctionnait pas, ils nous sortaient des chiffres, ils disaient vos chiffres, vous avez calculé comment, et j'étais terrifié d'entendre en gros que c'était automobile. 2 jours plus tard, nous n'avions toujours pas les documents de l'État, par contre on avait un article de presse où l'État nous massacrait en disant que notre proposition c'était n'importe quoi. Voilà à qui on a affaire. On n'est pas en train de parler de l'État qui traite les bagos, on a un État qui traite les collectivités locales, les représentants du peuple. C'est quand même ça la situation sur le contournement Est. C'est pour ça que d'autant plus absurde que la situation financière, on en parlera avec Pascal, est compliquée, mais on a quand même trouvé des ressources au niveau de la métropole pour l'année dernière renforcer très fortement le bus et le vélo. Alors c'est le train, je vais quand même esquisser le train, c'est mon camarade des syndicats, le train ça ne va pas, mais je vais quand même en dire un bref mot. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Une diminution massive de la pollution de l'air. Donc, la solution, ce n'est pas un contournement routier qui va accroître le trafic. La solution, c'est de développer des alternatives au transport routier. Et le seuil de pollution réglementaire pour les NOx, vous savez, ce polluant qui est issu de la combustion des moteurs qui est très toxique, hein, il est de 44, ça a changé, je crois que c'est 10 microgrammes par mètre cube. Là, maintenant, il est à 34, donc c'est toujours trop. Hein. Il était à 56 il y a quelques années. Donc on a quand même une diminution significative et il faut encore diminuer pour atteindre les seuils de l'OMS, mais on est en progrès, pour ça il faut plus de moyens. Donc, ça a été dit par les camarades syndicalistes, c'est la complémentarité, c'est très bien, sauf qu'on ne peut pas tout faire à vélo et on ne peut pas tout faire en bus, voilà. Ni en covoiturage. Pourquoi? Parce que le réseau Astuce, pour parler des bus, ça couvre à peu près 400 000 habitants sur la métropole. Or, la métropole, c'est pas 400 000 habitants, c'est 500 000 pour l'administratif, mais dans la ville, en fait, c'est 800 000 habitants qui interagissent. Donc, on a une difficulté, c'est que le bus ne répond qu'à la moitié des besoins de déplacement. Donc, pour ces autres déplacements, pour ces 400 000 déplacements, la quasi seule alternative, en plus du covoiturage, c'est le train. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental qu'on puisse, en complément, développer le train. Je vais très bientôt passer la parole à Pascal, mais juste dire, il y a quand même un souci de fric. Un énorme souci.
Je vais essayer de ne pas trop vous assommer sur les questions d'argent. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la métropole dépense 140 millions d'euros par an pour les budgets mobilités, tout confondu, d'habitude. Si on veut pouvoir tout faire, les tramways, les bus, le vélo, le train, il nous faudrait 100 millions de plus. Voilà. Et en investissement, pour faire les tramways, le train, etc., il nous faudrait 2,5 milliards de plus. Je vous le dis tout de suite, nous ne les avons pas. Et puis la gratuité, etc., nous les avons pas. Donc il y a un premier sujet, parce qu'elle va y revenir, il y a le versement mobilité. Alors là c'est un peu technique, mais il y a des taux qui sont définis par l'État. Le versement mobilité sur une taxe sur l'entreprise de plus de 11 salariés. Notre métropole c'est 2%. Paris c'était il n'y a pas longtemps 2,95. Et puis comme les sénateurs ils aiment bien PFS, ils ont dit que ce serait 3. Alors déjà l'Île-de-France a 2 vitesses. Quand vous êtes en Île-de-France, vous avez droit à 3,20. Quand vous êtes dans la province, vous avez droit à 12. Je ne comprends pas trop, je crois que la République, on était censés être tous égaux, etc. Et puis, il y a quand même un deuxième sujet, parce que ça, c'est la fiscalité qui pèse sur les entreprises, mais ça ne vous a pas échappé qu'en 2022, Total a fait 36 milliards de bénéfices nets. Voilà, 40 années de déficit des hôpitaux publics. Voilà. Donc, tant qu'on ne va pas s'attaquer à la source du problème, nous serons dans une situation où les libéraux vont continuer de nous dire qu'il faut casser les services publics parce qu'il faut faire des économies. Pascal, le cousin. Alors, moi j'ai la partie ferroviaire, mais je suis aussi élu à Saint-Étienne-de-Rouvray. Vous savez qu'à Saint-Étienne-de-Rouvray, il y a le FRAC des SNCF et puis il y a le projet qu'on essaye de nous imposer qui est le contournement. Alors, effectivement, quand je relis votre petit tableau, développer le transport ferroviaire armand pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on partage complètement cette idée. Et vous l'avez mis dans une autre diapo, vous avez mis aussi la question faible de revenus et tout ça. Donc effectivement, on constate sur l'agglomération de Rouen qu'il y a en termes de transport en commun des zones blanches ou des zones où les transports en commun ne sont pas à la hauteur de ce que ça devrait être. On pense du côté de la rive sud, du côté de Grand Couronne, du côté de Saint-Étienne-Ouessel, et aussi du côté de la vallée du Caillou. Donc effectivement, il y a besoin de regarder comment on peut développer les transports en commun. Et là, je vais utiliser le mot transport collectif. Ça tombe bien, on a aujourd'hui des voies SNCF qui sont à côté de potentiels endroits où on pourrait développer les transports collectifs avec 8 gares sur l'agglomération de Rouen. Donc effectivement, pour les élus communistes et pour les communistes, ça fait longtemps qu'on propose qu'on utilise le transport ferroviaire pour renforcer le transport urbain. On est en train d'élaborer un plan de développement mobilité qui s'appelait avant PDU, et dans ce plan déplacement urbain avant, en 2014, on avait constaté que les transports collectifs ne rentraient pas en ligne de compte et n'étaient pas assez forts sur les autres, ce qui avait fait à l'époque où c'était abstenu. Donc aujourd'hui, et on peut s'en féliciter, Cyril a commencé à aborder les choses, effectivement, il y a des intentions fortes de rentrer dans les 13 projets métropolitains de développement du train, et la métropole est candidate à ce projet, justement, comme je viens de le dire, de volonté de renforcer les transports en commun pour des questions sociales, mais aussi pour avoir une mobilité décarbonée. Et je ne vous cache pas que les communistes ne sont pas très chauds pour la ZFE, mais que n'étant pas très chauds pour la ZFE, on est quand même complètement concerné, on pense qu'il faut faire autrement, de créer une alternative à la voiture. Et l'alternative à la voiture, c'est le développement des transports collectifs, train, métro, bus, mais aussi tout ce qui concerne les modes doux. Donc effectivement, on a engagé, et dans la métropole, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place, notamment un plan vélo qui va permettre de développer les modes doux et qui va permettre aussi de travailler à irriguer les gares potentielles par des vélos. Les questions de bus qui doivent aussi être travaillées pour être améliorées, parce que vous l'avez bien dit, une fois qu'on est avec sa petite valise à la gare, il faut bien qu'on aille autre part. Alors, certaines fois, on peut y aller à pied ou en vélo, peut-être que pour d'autres, c'est l'utilisation. Et donc, il y a tout ce travail à faire. Alors, effectivement, comme l'a dit Cyril, il y a des problèmes de sous.
Alors, comme on est aujourd'hui sur une réunion qui veut parler du contournement Est, il faut mesurer qu'aujourd'hui, il y a 500 millions d'argent public, État, région et département, qui sont pour le contournement Est. Bah, il y a une chose toute simple, c'est de prendre ces 500 millions, et comme vient de le dire Cyril, on a des difficultés financières, et puis bah, de le mettre dans le développement du train. Donc voilà, ça c'est une première proposition qui va dans le sens. La deuxième proposition, c'est qu'effectivement, les entreprises doivent contribuer au déplacement pour leurs salariés dans le cadre du versement mobilité. Aujourd'hui, ce qu'a pas précisé Cyril, c'est qu'il y a y compris Pécresse qui pique les idées, nos idées, vous savez, des élus de gauche, parce que je sais que d'autres élus que les communistes défendent ça, ont proposé le déplafonnement de ce versement mobilité. Et c'est bizarre, c'est obtenu quand c'est Madame Pécresse, mais pour d'autres agglomérations comme la nôtre, c'est pas. Oui, effectivement, 114 millions aujourd'hui pour la métropole qui sont, par rapport aux besoins qu'on a, il vous a expliqué, c'est près de 70 millions qui pourraient développer et être mis, alors pas directement par le train, parce que pas tout à fait la compétence du train, mais au moins dans nos transports urbains, et puis aussi pour filer un coup de main pour développer les vélos, des locations de vélos et tout ça. Donc voilà aujourd'hui des propositions qu'on met sur la table et le travail. Alors effectivement, les élus que nous sommes, quand on a la SNCF, quand on a l'État et la région, et quand on est des élus combatifs sur cette question-là, on a aussi besoin de combat politique et de mobilisation politique. On a besoin de mobilisation citoyenne et on a besoin de mobilisation syndicale, comme ça s'est fait par exemple l'autre fois sur le fret. Alors j'ai oublié le nom de la proposition de groupe de travail, je vais dire. Conseil de défense ferroviaire. Voilà. Mais on s'en fout comment ça s'appelle. Hein. Non, mais bon, je vais pas. Là, je reprends ma casquette d'élu, je vais pas vous dire, oui, on va le faire. On va étudier la possibilité de le faire, on va regarder comment on peut le faire, parce qu'effectivement, on voit bien sur les différents projets de train qui nous sont proposés, bah, y a des débats. On est tous dans la salle, pas forcément d'accord sur à quel endroit ça soit passé, tout ça. Je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur comment ça va. J'ai des grands axes sur lesquels on a besoin de développer, la question elbovienne, du côté de l'Eure, oui, du côté de Louviers, voilà. Voilà. Et dernière chose, on a aussi besoin de sortir de la métropole. Et j'ai un projet en tête, c'est une étude qui va être faite sur la gare Pavilly-Barentin, pour justement, on a des milliers de voitures qui passent tous les jours ici, et qu'aujourd'hui on a un problème de parking, et donc peut-être regarder à une gare commune Pavilly-Barentin pour effectivement agrandir le parking et permettre à beaucoup plus de gens, au lieu de descendre par Barentin, on finisse par ça. Dernière chose pour finir, qui est, j'ai entendu Jean-Louis Dalibert qui nous parlait tout à l'heure, on ne peut pas commencer sans intégration tarifaire. Effectivement, on a travaillé avec la région. Je ne vous dis pas que c'est simple. Hein. Il y a des questions de gratuité qui ne plaisent pas bien au vice-président Gastine. Enfin bon, voilà. On espère que pour septembre 2024, au moins pour ceux qui ont un abonnement Astuce Bus, ils pourront utiliser leur carte Astuce sur les 8 gares de la métropole et ne plus avoir besoin de prendre un abonnement train, ce qui est déjà un sujet important. Voilà, on y travaille. Il y aura besoin d'étendre après au ticket à l'unité, il y aura besoin d'étendre, mais voilà, on a mis la main, on espère mettre demain le bras, et j'espère qu'en septembre 2024, on sera tous ensemble pour inaugurer cette première phase de l'intégration tarifaire. Voilà, c'est ça que je vais. Alexis Bernier. Oui, merci. Je passe en dernier, alors c'est forcément pas la position la plus simple. Et déjà, je voulais remercier pour la création de cet événement. Et vraiment, je pense que c'est tout à fait essentiel ce type d'événement, et je vais revenir ensuite. Parce qu'avec vous, je sais que dans le monde du ferroviaire, souvent on aime bien l'histoire, on aime bien reprendre un peu de recul sur comment se sont déroulées les choses.
Et après tout, en 2019, c'est la loi d'orientation des mobilités, c'est la première fois que vous êtes inscrit l'idée de RER métropolitain. Donc c'est Elisabeth Borne qui a fait ça dans le document. Et après tout, on parle de RER. Mais au final, on ne parle jamais du RER tel qu'il a existé au départ, c'est-à-dire en Ile-de-France. Alors avec vous, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce sujet, comment est-ce qu'il a été créé en Ile-de-France, dans quel contexte il a été fait, et ensuite, quelle comparaison on peut faire, et quelle inspiration on peut avoir, mais aussi quelles différences on peut relever. Alors en Ile-de-France, c'est pendant les années 50-60, donc c'est la France du baby-boom, c'est la France du développement économique, du développement démographique. On voit bien que ce n'est pas tout à fait la situation que l'on connaît actuellement, donc on se doute qu'il va déjà y avoir des différences. C'est aussi une France qui est hyper centralisée, où les décisions se prennent tout en haut, et certaines décisions qui sont prises pour la création du RER, c'est des décisions qui sont prises, certaines directement par le président de la République. Alors, on est dans les années 50-60, on se retrouve avec un réseau de transport, notamment ferroviaire, qui sont complètement... C'est le parent pauvre, hein, le train de banlieue, hein, il y a encore certaines lignes où c'est des trains à vapeur qui circulent, notamment sur ce que deviendra la future ligne RER-A. C'est des trains à vapeur qui circulent jusqu'en 69, donc il faut se rendre compte un peu de ce que c'est. Et le risque, c'est que face à ce développement économique et ce développement démographique, il y a une thrombose totale du territoire qui s'opère. Alors, forcément, ils cherchent des solutions. Et à l'époque, la solution qui est toujours évoquée, c'est la solution du tout-voiture. Et même à l'époque-là, dans les années 60, ils sont en train de faire le périph', ils se disent « Non, le tout-voiture, ça ne va pas marcher, on ne va pas y arriver. » Ils font des calculs savants dans les schémas de prospective où ils disent « Il va y avoir des parkings qui vont entourer totalement Paris. Bon, on ne va pas y arriver comme ça, donc il faut aller sur le transport en commun. » On est en train de développer le réseau autoroutier. Le réseau ferroviaire, ce n'est pas vraiment la priorité, mais il y a la création du RER qui est mis en place. Alors je dis le RER, on a pas mal parlé aussi de sémantique, hein, c'était le RER métropolitain, service express métropolitain. Bon, à l'époque, ils voulaient l'appeler le métro express régional défense étoile, donc le MERD. Ils ont vu ça, vous voyez, bon, on est déjà sur la sémantique, ils n'ont pas toujours été très heureux non plus à l'époque, on peut voir des similitudes. Mais le projet, au départ, c'était pas du tout un projet comme il existe actuellement, c'était un projet qui était construit ex nihilo, un projet neuf, avec des lignes qui n'existaient pas du tout. Ils ont commencé à vouloir faire le projet, de relier la Défense à Étoile, la Défense qui était en construction à l'époque, puis ils ont voulu percer le tunnel, ils ont vu les coûts qui explosaient, les délais qui dérapaient. Bon, c'était pas possible, il fallait changer de modèle, il fallait pas faire un réseau neuf, il fallait plutôt partir sur un nouveau modèle qui était l'interconnexion. Et ça, l'interconnexion, c'est un des principes fondateurs du RER. Et pour vous donner un exemple, par exemple, dans le matériel roulant, au début, on appelait ça le matériel suburbain, par exemple le MS61, c'est pour les matériels roulants RER-A. Et ensuite, ils ont appelé ça le matériel interconnexion, le IMI, pour ceux qui connaissent, les lignes H24, les 09. Donc vraiment, l'interconnexion, ils l'ont mise au cœur. Et qu'est-ce que c'est que l'interconnexion? C'est un concept, là je suis allé voir l'autre jour sur le RERE, vous savez, ils étendent le RERE à l'ouest, ce qui nous provoque pas mal de désagréments sur nos lignes normandes. Ils mettent dessus, c'est la ligne qui sera la plus interconnectée. Alors ils expliquent jamais trop ce que c'est, mais elle sera la plus interconnectée. Et l'interconnexion, finalement, on en a parlé là, et je pense que c'est quelque chose dont on peut toujours s'inspirer actuellement. L'interconnexion, à l'époque, c'est relier l'ouest et l'est. Il n'y a pas de tunnel, hein. Relier le nord et le sud. On peut penser là, à Rouen, le nord-est et le sud-ouest qui n'est pas du tout interconnecté. Donc, pourquoi pas faire des travaux, etc. L'interconnexion, c'est aussi l'interconnexion tarifaire. On parle d'intégration tarifaire, mais on peut mettre ça aussi un peu dans la même idée. Si on veut faire l'intégration tarifaire, il faudrait aussi que les horaires correspondent. Voilà, et pas que le train, par exemple, qui fait l'Ifto et le Bœuf s'arrête à 20h actuellement, et que ça corresponde aux mêmes horaires. L'interconnexion, c'est aussi les interconnexions, en tout cas en région Île-de-France, je tiens à souligner, il y a deux opérateurs, il y a la SNCF et la RATP. On n'a pas parlé de la Société des grands projets, il y a des sujets qui peuvent aussi, d'interface qui peuvent venir et sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Et puis, donc l'interconnexion, je pense qu'il faut qu'on continue, nous, à nous positionner comme ça avec ce principe fondateur d'interconnexion, aussi sur l'interconnexion avec le transport urbain, mais aussi le vélo, c'est aussi une façon de faire de l'interconnexion. Mais je voudrais aussi revenir un peu sur les différences, et c'est là où, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que je trouvais que c'était fondateur ce genre de moment, et puis les initiatives syndicales, associatives, etc. C'est qu'à l'époque, ça venait de tout en haut, c'est-à-dire ça venait
voilà, quand ils ont décidé de passer d'un réseau neuf à un réseau interconnecté, c'est Pompidou qui a signé. Maintenant, clairement, sur toute la France, les projets de RER, c'est venu des associations et des syndicats. À Toulouse, ça s'appelle Rallumons l'étoile, hein, c'est une aspiration majoracienne, j'imagine. À Lyon, c'est aussi une association. Ici, il y a SOSGAR, il y a les syndicats. Et finalement, c'est en haut qu'évidemment, ils se sont dit voilà, Macron, il ne sait pas trop quoi faire, il fait une vidéo sur YouTube, il dit on va en faire sur les 10 principales villes, pourquoi pas 11, pourquoi pas 9, tellement ça atterrit sur 13. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que ça vienne d'en bas, que c'est plus du tout la même chose que dans les années 60. Et donc ce genre de moment, je pense que c'est le genre de moment qui peut pousser à ça et qui peut contribuer à ça. Voilà. Donc merci encore pour la débat. Et merci Bon, on est très attaché à la démocratie participative et il faudrait qu'on fasse une réunion un de ces jours sur cette question-là, globalement sur la métropole. Merci à tout le monde, c'était un peu long, mais il y a aussi beaucoup de soutien et donc il faut leur donner la parole, laisser la parole au soutien. Maintenant, bien, à vous la parole, en avant. Si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite à vous décaler un peu pour que le réalisateur puisse filmer les questions parce qu'on va avoir du mal, on ne va pas pouvoir flouter. Si on peut être retransmis en direct à Dubaï, aucun inconvénient. Moi je vais dire rapidement. Alors, ce qu'il faut retenir de la réunion, alors plus de trains, moins de camions, nous on contourne à Nord-Est, bon, bah ça à mon avis c'est acquis. Ce que je veux accentuer c'est sur quelque chose. Dans la salle, c'est acquis, non? Oui, dans la salle. Dans la salle. T'avais hoché de la tête. Non, mais non, c'était parce que dans. Ah non, mais si on peut être aussi en direct vis-à-vis des autres forces politiques, autres que celles qui sont présentes, je suis d'accord aussi, moi. Hein. Voilà. Bonjour à Hervé Morin, Gaston, j'apprécie beaucoup. Je veux absolument accentuer sur un point qui vient un peu en filigrane, mais qui n'est jamais accentué comme il se doit. Moi, je vous le dis très tranquillement, le train, le ferroviaire, mais si vous ne l'associez pas du ferroviaire public, point de salut. C'est marqué dans mon nom, je crois. Pas de salut si on n'est pas sur la donne du ferroviaire public. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le pays? C'est la question du ferroviaire public. Ce qui se passe sur le fret. Alors moi, je vais pas vous embarquer sur le scénario de la discontinuité, donc il y a peut-être ici pro ferroviaire, ça, de quoi je parle. Moi, je veux dire scandale d'État. On est en train de donner dans les mains du privé, pour l'euro symbolique, les trafics, les locomotives, et les femmes et les hommes qui tirent ces locomotives et qui accrochent les wagons. Et ça, moi je suis très clair, hein. Madame Elisabeth Borne, première ministre, qui a été directrice de la stratégie de la SNCF, quand ça s'est décidé, non pas au début de l'année, c'est dans un rapport de McKinsey en 2019. Elle était ministre des Transports. Alors, je ne vais pas plus loin. Alors, effectivement, l'histoire du financement, il ne faut pas oublier le désengagement de l'État. Et puis, à qui le transport, et notamment le transport domicile-travail, profite en premier. Bon, quand j'ai dit ça, moi, pour donner quelques aspects, alors ça va aussi pour l'accord de rond, hein, mes camarades de métropole. Sans le rail public, pas d'accord de rond. Enfin, pas d'accord climat, alors. Alors, j'ai entendu autoroute ferroviaire. Alors, ça sous-tend vraisemblablement le trafic de train, de trafic massifié, de train complet. Mais n'oublions pas le wagon isolé. Traverse la France. C'est vrai qu'on l'a complètement, mais n'oublions pas le wagon isolé si effectivement on est animé d'une perspective alternative d'avenir pour que nos gosses et nos petits-enfants ils étouffent pas. Mais alors, sur cette histoire de train complet massifié, retenons la spécificité locale. Nous sommes à la périphérie de deux grands ports maritimes. Le grand port maritime de Rouen, premier port exportateur de céréales en 2022. Ça peut fluctuer des fois en fonction de la saison. Et le grand port maritime du Havre. Le grand port maritime de Rouen, ça a été dit, en gros, c'est 85% desservi par la route. Il y a quelques années, Senalia, c'était 750 camions jour par semaine.
Sedalia étant un des plus gros entreprises agroalimentaires, enfin c'est lui qui a le plus de silos. Et il y en a encore d'autres. Mais alors, juste pour finir, je voudrais vous dire quand même le port du Havre. Le port du Havre. Eh ben, le port du Havre, sur 2025-2030, ce qu'il y a en projection, c'est de passer de 75 000 conteneurs à 225 000 conteneurs, soit 1600 trains par an. Ça, c'est les Échos qui nous disent le 3 novembre 2023. Et là, je reviens sur la chose qu'il faut qu'on aille cheminer au corps. L'absolue nécessité de conserver et de remettre en état le triage SNCF de Sotteville, parce que ce triage, si on veut que ce trafic-là, portuaire du Havre, il est mieux, et ben ce triage-là, il a une nécessité indispensable. Il pourrait, j'espère qu'il ne constituera pas que ça, mais un hub de proximité pour justement pouvoir accueillir ces conteneurs. Alors, dans l'expo, là, on parlait, c'est vrai que les infrastructures du port de Havre sont conséquentes, mais elles sont sous-dimensionnées, et en l'occurrence, les cheminots CGT le disaient haut et fort dès le départ quand il y avait le projet Port de Mille. Donc retenez ça, retenez aussi un truc tout simple, mais les élus de la métropole, retenez ça. Parce que là, franchement, la tranchée couverte de Rouen, vous savez, c'est la partie qui permet de desservir sur la rive gauche toute la zone portuaire. Eh bien, la rive gauche, on a cassé la tranchée couverte, je m'en félicite, de toute manière, elle a des trucs à gueule par terre, mais dans le même temps, on a interrompu sur un peu plus d'1 kilomètre la liaison électrique qui permettait de tracter les trains de marchandises en électricité jusqu'à Couronne. Alors j'entendais parler de ZFO à l'instant, mais appliquons des ZFO, y compris sur le ferroviaire. Parce que là, sur notre région et sur notre localité, nous sommes essentiellement électrifiés. Or, l'ouverture à la concurrence, ça a été dit, Stéphane, tu parlais de 2006, bon je te l'accorde, c'était d'abord 2003, mais chez nous ça a été 2006. Et comme les Français ont fait toujours tout, on a même anticipé. Mais c'est quand même des vieilles carrioles de CR, hein. Alors bonjour les particules fines, qui nous en foutent plein les nations. Alors effectivement, Pascal, toi, élu sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, j'ai déjà dit au conseil municipal. Ouais, bah, effectivement, tu peux dire, on vous fait un procès d'intention, mais avec ce que vous me prenez à la périphérie de la ville, avec ces cocottes minutes-là, bien joué. Mais on l'a déjà dit. Bon, voilà, mais si aussi là, les élus de la métropole, vous m'entendez, Oui, je t'entends. il était question que quand on foutait la tranchée couverte par terre, on remettait le fil très rapidement après. Il n'y est toujours pas. D'accord. Donc ça ne peut pas le faire. Alors, deux questions. Hein. Là Ça, et là. je m'excuse, ça ne peut pas le faire non plus avec les papechapes, la papeterie de la Chapelle. Pour être complet sur le sujet, il faut effectivement avoir ça à l'esprit. Alors, ce ne sont plus des questions, ce sont des interventions, mais quand je dis questions, et c'est très bien, le but c'est aussi que chacun puisse s'exprimer. Alors, je vous écoute, enfin, on vous écoute, pardon. André Delestre, je vais être plus court certainement que Sylvain. À votre guise. Juste pour signaler que le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est en cours de révision sur les territoires. Or, le périmètre du SCOT est exactement le périmètre de la métropole. Or, on a cité Barentin, Claire, on a cité le Roumois, le Bourtroude, etc. Et donc, on voit bien que l'aire urbaine, qui inclut Bourtroude, Claire, Pavilly, ou Barentin, pour se travailler, pour se soigner, pour consommer, pour étudier, ils font partie de l'aire urbaine. Or, un schéma de cohérence territoriale, c'est un texte réglementaire relativement important. Donc ces territoires que j'ai cités en périphérie de la métropole, donc du SCOT métropolitain, ont leur propre SCOT. Doit-on laisser aujourd'hui l'État arbitrer la cohérence territoriale, c'est-à-dire l'harmonisation en fin de compte, et les mobilités qui sont au cœur de ce territoire en termes de projet? Voilà une question. C'est une très bonne question. Ça fait partie des premières diapos sur le plan climat, air, énergie, territoire de la métropole de Rouen. Ce qui concerne FSR toi-même, le premier, c'est de dire que le découpage administratif
est pas viable au vu de la réalité des territoires. Donc on vous rejoint complètement. On va rajouter à votre énumération qui reprend en gros les points cardinaux, évidemment le sud-est du territoire métropolitain rouennais avec ce secteur de l'Eure qu'on a abordé aujourd'hui autour de Louviers, Val-de-Reuil, voire Guénon. Ensuite, une intervention ici. Bonjour, moi c'est Patrick Lemoyle, je suis du collectif pour la gratuité des transports. Cette discussion nous intéresse énormément parce qu'en fait, l'enjeu qu'on a dans la société aujourd'hui, c'est à la fois la diminution des gaz à effet de serre, mais aussi la diminution de la pollution, qui est un problème distinct. La pollution aux particules fines qui tue 45 ou 50 000 personnes par an en Europe, c'est pas tout à fait une question annexe. Et donc, il est nécessaire de trouver des réponses qui soient adaptées aux deux questions, en permettant à tout le monde de pouvoir circuler. C'est-à-dire qu'il faut casser la présence des voitures dans les véhicules à moteur, pas seulement les voitures d'ailleurs, les camionnettes aussi, dans les centres-villes, et à la fois permettre à tout le monde de circuler. Bon. Et casser la logique des voitures aux centres-villes, par exemple les choix qui ont été faits autour de la ZFE de favoriser la bagnole électrique, c'est une aberration. La voiture électrique, les grosses voitures électriques polluent presque autant qu'une vieille voiture essence, parce que la voiture pollue autant par les pneus et les freins que par son pot d'échappement, par exemple. Donc la question, elle est, comment on crée un choc dans toute la société pour dire on arrête les voitures et on remplace les bagnoles par les transports en commun, les vélos, etc., le train, enfin tout ce qu'on est en train de... C'est comment on crée un choc politique. Et le choc politique, nous, on pense que c'est la gratuité. Mais que la gratuité en toute seule, elle ne règle pas le problème, parce que les gens ne prennent pas les transports en commun parce qu'ils sont gratuits, ils prennent les transports en commun quand ça leur sert à quelque chose. Donc il faut que les transports en commun soient efficaces pour que ça ait un sens. Bon, mais il faut qu'on ait un ordre de grandeur. La billetterie dans une agglomération comme la nôtre, c'est entre 25 et 30 millions par an. À côté de tout ce qu'on est en train de discuter, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Or, dans toutes les agglomérations où la gratuité a été instaurée, l'augmentation de fréquentation des transports en commun est passée de plus 80 à plus 100% en 2 ans. C'est-à-dire que c'est un choc qui change le fonctionnement de la ville, qui fait que les gens vivent autrement. Et pour nous, c'est une question qui est tout à fait en lien avec toute cette discussion. Je ne suis pas là pour rajouter un truc, si on veut que développer les transports en commun, développer les trains et tout ça soit efficace, ben il faut qu'on mette le petit plus et qui fait, on interdit les bagnoles, en échange il y a la gratuité, et la gratuité ça change les choses. Alors là, tout de suite, les grandes villes en gratuité, les plus grandes villes en gratuité, c'est Dunkerque, 200 000 habitants, les chiffres que je vous ai donnés sont ceux de Dunkerque, il y a des chiffres qui sont encore supérieurs à ceux-là. Là, on va voir ce qui se passe à Montpellier, mais la gratuité des transports en commun dans quelques jours, là, on verra ce que ça donne. Mais pour nous, ça doit être intégré à la réflexion pour être efficace. Et il y aura un enjeu majeur sur la SNCF, qui est la question du prix. Parce que quand on interroge nos concitoyens sur ce sujet-là, hors abonnement de travail, un des éléments qui ressort beaucoup, c'est évidemment les prix qui apparaissent. Parce que là, c'est vraiment, je n'ai pas la maîtrise des comptes, mais qui apparaissent comme étant particulièrement excessifs. Et ça, c'est une des problématiques qui nous est souvent renvoyée lors des débats. 2 questions. Ah non, une là et une là. Pardon, 3. Oui, là-bas. Oui. À côté. Les usagers hôtesses, l'association des usagers hôtesses. Première chose, en ce qui concerne l'autoroute ferroviaire, il y a 2 sociétés qui sont les plus importantes, c'est une allemande et une française. Et c'est un combat contre le wagon isolé. C'est pour sauver le camion par rapport au wagon isolé. Deuxième point, l'origine de tout ce foutoir, c'est la création des sociétés anonymes pour remplacer la SNCF. La SNCF traditionnelle n'existe plus, c'est 5 sociétés anonymes, dont 2 sociétés anonymes qui sont sans gouvernance. Donc, et le fret est une de ces deux sociétés. Donc on avait préparé la chute du fret depuis au moins 1 an. Et ça, certains ne s'en sont pas méfiés. Dernière chose, en ce qui concerne
une intervention que j'ai eue lors de la journée de ligne dans l'amphithéâtre donc à Rouen, avec la SNCF et avec la région. J'ai posé 3 questions à la SNCF. Lorsqu'on inaugurera la ligne nouvelle entre la gare Nouvelle et Bréauté, les Rouennais iront à Paris avec un quart d'heure de plus. Lorsque nous mettrons en service le RER d'Île-de-France, et qu'on va faire améliorer le trafic de la Normandie vers Paris, je ne sais pas ce qu'on fera entre Poissy et Verneuil, où il n'y a que 2 voies, et on n'a jamais prévu l'élargissement de ces 2 voies, c'est impossible. Donc il y aura un combat entre Valérie Pécresse et notre pauvre représentant normand. Merci. Troisième chose, on ne nous dit pas tout sur Saint-Lazare. Saint-Lazare, c'est une gare qui n'est pas au gabarit lycée. Pas du tout au gabarit lycée. Or, les rames qui ont été commandées par notre région sont ultra larges. Donc, sont au gabarit lycée ultra large. Donc, elles ne rentrent pas toutes en gare Saint-Lazare. Donc, pour les faire rentrer correctement, il ne faut pas qu'elles se touchent, qu'elles se frottent l'une contre l'autre sur les aiguilles. Pour ça, on a neutralisé des circuits au poste PRSC de la gare Saint-Lazare. Et en neutralisé des circuits, désormais, on ne peut plus maintenir le trafic voulu sur les voies correspondantes réservées à la Normandie. Donc on va abandonner les voies normandes parce qu'on s'est comporté comme des imbéciles. C'est tout. Et il y a un problème sur les nouvelles rames qu'on a dénoncé, parce que je suis aussi administrateur de l'association SACU, sur l'emport des vélos, avec une réduction notoire, ce qui est quand même dans le dernier renouvellement des rames commandées par la région, avec une réduction notoire du nombre de vélos embarqués. Normalement, on a une promesse de la région de corriger le tir lors du prochain marché, mais c'est un énorme problème quand on parle d'intermodalité vélo plus train. Une intervention ici, une là-bas, et je crois que nous arriverons au bout des interventions. Oui, là-bas. Marie-Estelle Gaumont, donc je suis adhérente à SOS Gare. Moi, j'avais plutôt une question sur la mobilisation. Guillaume Grialma en a parlé au début en disant qu'il faut faire connaître et communiquer autour de nos projets. Je pense que la réunion d'aujourd'hui avec différents partenaires est fort utile, mais comment on fait partager ça effectivement à la population? Je crois que les syndicats sont extrêmement importants parce que les syndicats, ce n'est pas que les syndicats de cheminots, c'est aussi tout l'interprofessionnel. Il faudrait que la question des transports aille dans les entreprises par le biais du soutien. Il faut que les syndicats mettent à l'ordre du jour cette question-là dans leur réunion de rentrée, j'ai envie de dire. Mais pareil pour les lycéens, je vois il y a des jeunes gens à côté, il y a des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs qui ont besoin des transports en commun pour les loisirs, pour se rendre au bahut, et ils sont aussi une population très sensible aux questions climatiques, environnementales. Donc je pense qu'il y a moyen effectivement de mobiliser les gens, et je crois dans les expériences qu'on a de présentation du projet SOS Gare auprès des gens, dès qu'ils repèrent leur commune, dès qu'ils repèrent leur lieu de travail sur la carte, ils disent « Ah ben oui, moi si j'avais un train là toutes les demi-heures, je le prendrais ». Et ça, c'est tout de suite, ils sont capables de se projeter les gens. Et donc il faut qu'on donne envie. L'envie d'avoir envie, voilà. Tout à fait. Et on rappelle, hein, l'infrastructure fait le flux. C'est-à-dire qu'on construit des routes, on fait du flux routier. On fait du ferroviaire, on va faire du flux ferroviaire. C'est vraiment central. Comme quand on fait de la piste cyclable, et les gens ils disent ouais, il n'y a pas de vélo. Mais les vélos vont venir s'il y a l'aménagement. C'est l'infrastructure qui fait le flux. J'ai 5 inscrits, c'est bien, hein, parce que visiblement on n'a pas envie de se quitter, quand même, preuve d'une certaine qualité. Alors là-bas, il y a une intervention. Ensuite, je ne sais plus, oui, là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. Voilà. Effet Normandie, c'est Francis. Moi, je m'interroge beaucoup sur la temporalité. Monsieur Dalibert l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'on ne doit pas, d'une certaine mesure, s'interroger en tant qu'élu, associatif et autres, sur les différents projets, notamment pour ce qui est du schéma métropolitain express, régional, d'avoir des phases de conciliation, de compromis acceptables pour chacun,
que ce soit sur les objets technologiques et autres, pour arriver à ce qu'il y ait une réalisation relativement rapide de ces différents projets, en sachant qu'il y a une forme d'urgence quand même à avoir d'autres systèmes de déplacement que celui qui nous est proposé encore aujourd'hui. Là-bas, on peut répondre, hein, puisqu'on a eu des éléments de calendrier. On sait que le calendrier n'est pas très favorable à la métropole de Rouen, parce que l'État demande des retours. Alors, je parle d'un système express métropolitain, et que, voilà, il va falloir le calendrier va être très très serré. Mais là-bas, il y avait aussi une intervention. Monsieur. Oui, très bien. Pardon le mal de Esgar. Moi, juste attirer l'attention quand même sur c'était un petit peu évoqué tout à l'heure, mais sur la rive droite du port, notamment. Il a été question notamment du quartier Martin-Vite avec un projet de train-tram. Jean-Louis de SOSGAR, le président, a rappelé qu'ils ne sont pas favorables à ce projet de train-tram. Alors je rappelle quand même qu'il y a une ligne directe qui part de la bifurcation d'Ardétal qui va d'un côté jusqu'à Val-de-Seine, y compris avec une branche qui va vers Maronne, qui était l'ancien chemin de fer industriel, qui est servi ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore un trafic fret, qui est en plus un trafic fret assez lourd, puisque c'est à la fois des trains de céréales, y compris des transports pétroliers. Et effectivement, là, pour l'instant, ça rentre pas directement dans la première phase des projets des CRM, puisqu'il y a 3 branches, ça pourrait être une 4e. Et effectivement, là aussi, il y a un potentiel voyageur, y compris, je rappellerai qu'avant, il y avait une gare Martainville qui était une gare à la fois marchandises et voyageurs, et je pense qu'effectivement, il y a une possibilité de développer le trafic voyageur. Alors, effectivement, par rapport à ce qui a été dit par nos camarades, nous sommes pour le maintien du fret, d'autant plus que cette voie ferrée, comme vous le savez, longe la Seine, donc n'est pas loin de la Seine et des fois est en partie inondable, et effectivement, pour le maintien d'exploitation, là, exige de gros travaux. Donc voilà. Oui, une remarque et une question. La remarque, c'est par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le schéma de cohérence territoriale, effectivement, qui a été voté par la métropole en révision. Il faut savoir que par la loi, le préfet a demandé que les autres intercommunalités qui sont autour les autres SCOT qui sont autour de la métropole, c'est-à-dire qu'il y en a 7, ont dû se réunir pour justement savoir s'ils agrandissaient le périmètre du SCOT, parce que comme tu disais, c'est une anomalie, quoi. Le schéma de cohérence territoriale représente le PLUI, le plan local d'urbanisme, ça ne va pas du tout. Effectivement, Louviers devrait être dedans, Barentin, enfin voilà. Donc le préfet, comme la loi l'y autorise, a obligé les 7 intercos plus la métropole à se mettre ensemble, et chacun est reparti dans son coin en disant il n'y a pas d'accord, on verra ça plus tard. Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Mais la révision est entamée, et puis bon, on est différentes associations ou d'autres à travailler sur ce sujet-là, enfin, évidemment, qui est important sur le devenir. Et puis ma demande, c'est par rapport aux élus métropolitains. J'ai bien entendu qu'effectivement, la métropole était partie prenante de cet appel à candidature, et c'est pour savoir où est-ce que, et ce que Guillaume a dit tout à l'heure ne me rassure pas du tout en disant on sera peut-être pas prêt pour candidater. Je rejoins aussi ce que dit Francis, que c'est vraiment urgent qu'il y ait quelque chose, que ça démarre, parce que ça fait 30 ans, 20 ou 40 ans qu'on le défendait un petit noyau d'avoir ce service métropolitain en route. Donc est-ce qu'on peut être rassuré sur le fait que la métropole travaille le dossier et puis qu'il sera présenté en temps, en heure et de manière sérieuse, quoi. Parce que ça serait... on y travaille. Ouais. On y travaille, on espère être prêt, c'est pas un dossier facile. Et il y a une date déjà de succès Je sais pas s'il y a une date de retour. Non, mais la date impérative, c'est le tour de table financier. Si on ne se met pas d'accord sur la qualité, il y a un problème. Il y a une intention du gouvernement pour renvoyer les dossiers en début d'année, mais il se trouve que la SNCF ne bouge pas, il y a un peu de retard sur les études, mais vous pensez bien que notre président en a parlé directement au ministre en disant il y aura un projet et à multiplier les intentions, d'ailleurs on va aussi sur la volonté qu'on développe les RER métropolitains, enfin les SNRM, tout ça, les RER métropolitains sur le territoire. Et je ne pense pas qu'un cloche soit complètement abruti au point de dire le dossier n'est pas arrivé le 1er janvier, donc on ne va pas le prendre en compte, ça n'a absolument pas de sens. Alors, là, on bascule oui, dans la politique punitive. Donc, moi je suis assez confiant. Alors, un certain nombre de députés, notamment Emmanuel Franck, qui est président, j'ai remis une commission d'enquête sur le fret, elle a rencontré le ministre et a remis et le confortement S sur la table et la question du service express métropolitain. Donc,
les choses, ils ne peuvent pas ne pas entendre notre projet. Il a demandé les deux. Oui. Bah non. La suppression. Oui, Il a demandé les deux. derrière. Donc, moi je suis Christophe Calais, je suis le secrétaire général de l'Union départementale des syndicats de sécurité de Seine-Maritime. Voilà. Rapidement, pour répondre un petit peu aux éléments, déjà, féliciter cette action, cette initiative, parce qu'elle est importante. Ça a été dit, mais il y a un consensus au moins entre nous là, sur là où on doit aller. Effectivement, il faut que ça traverse notre seul cercle et que ça aille partout. Nous, ce qui concerne la CGT, en tout cas au niveau départemental, on a déjà fait un certain nombre de choses. On continue à travailler et à présenter notamment dans nos syndicats, avec nos équipes militantes, ces questions de ferroviaire, pas forcément sur le territoire. On a eu des communiqués de presse au niveau de l'union départementale, au niveau des unions locales. Voilà, donc effectivement, il faut que ça aille un peu plus vers les salariés. On y travaille, on travaille aussi avec les chambres professionnelles, les cheminots, mais pas que, parce qu'il faut aussi avoir un équilibre avec les dessertes fines aussi, qui sont assurées parfois par les autocaristes, par effectivement aussi les transporteurs routiers, parce que je pense qu'il faut, ce qui a retenu aussi et qui est très important, c'est qu'il faut lier les deux, il faut lier le voyageur et le marchandise. C'est primordial parce que l'infrastructure ferroviaire est excessivement chère, élevée, au-dessus de la route. Mais pourquoi? Parce que la route ne paye pas le vrai coût, ça a été dit aussi tout à l'heure. Il n'empêche que c'est élevé et que pour faire baisser, pour rentabiliser l'infrastructure ferroviaire, il faut avoir les deux trafics, voyageurs comme marchandises. Et d'ailleurs, le train s'est développé, le train de voyageurs et le TGV par exemple, s'est développé grâce au trafic de marchandises dans les années 70. C'est ça la réalité des choses. Donc aujourd'hui, il faut faire ce qu'on appelle une péréquation. Très important. Et il est évident, pour faire rapide, qu'on va saisir de toutes les opportunités. Il faut qu'on continue, je pense, chacun de nos structures, de continuer à porter le débat dans nos structures et au-delà. Et puis se refaire, je pense, des rendez-vous comme celui-ci. Et puis des initiatives aussi, comme ça a été fait le 21 novembre. Nous, on a aussi porté la question du fret ferroviaire sur Caen la semaine dernière aussi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se font. Et puis, on travaille à ce que ce soit plus connu et que ce soit effectivement qu'il y ait une utilité sociale pour l'ensemble des salariés, mais aussi de la population. Et dernier point, c'est juste une petite remarque quand même. Attention à ne pas se tromper non plus. De cible, parce que les tarifs, certes c'est la SNCF sur la partie ferroviaire, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est plus la SNCF qui est donneur d'ordre. Ils sont largement, et vous l'avez entendu au travers de Clément Beaune il n'y a pas longtemps, et puis M. Morin le fait régulièrement également. Aujourd'hui, les tarifs ils sont fixés par les autorités organisatrices de transport. Et donc, la métropole est aussi sur son périmètre une autorité organisatrice de transport, mais effectivement, dans un projet de schéma express régional métropolitain, il y a deux AOT que sont la région et la métropole. Et il faut qu'ils s'entendent, et donc il faut que nous aussi, chacun de nos côtés, on fasse les appuis, on interpelle nos maires, nos élus, nos députés, etc., nos élus du conseil régional, pour dire le projet SERP, il est extrêmement utile socialement, écologiquement, économiquement, voilà, pour toute la population de l'agglomération rouennaise. Alors, je souscris et je voudrais juste faire un petit mot avant de laisser la parole pour la dernière intervention sur la question de la 133 et 134. C'est ce qu'on explique au gouvernement. C'est qu'ils ne peuvent pas promouvoir un projet qui clive les élus locaux, qui clive les collectivités locales. Et qu'il faut aller promotionner les projets, l'État doit faire les projets sur lesquels il y a des consensus entre les collectivités locales. Et d'ailleurs, Barbara Pompili, quand elle était ministre de l'Environnement d'Emmanuel Macron, était d'accord avec cette position. Il faut revenir à cette position. L'État ne peut pas financer des projets comme la 133 134 parce qu'ils clivent les collectivités locales et on va engendrer des conflits au territoire. Alors qu'on a besoin de toutes les énergies, allons sur les projets qui font consensus, dont celui du train. Dernière intervention peut-être, on va se dire, enfin à moins qu'il y ait d'autres, je ne voudrais pas verrouiller la parole, c'est pas dans nos habitudes. Donc deux dernières et après on s'arrête. Moi je voudrais parler du serpent de mer qui s'appelle la LNVR. Parce que ça peut rentrer en collision avec ce projet de RER métropolitain. Parce que comme l'a dit
indépendamment de ces projets de RER métropolitain sur Rouen, un des problèmes de l'utilisation du ferroviaire sur Rouen, c'est quand même les liaisons avec Paris. Et comme l'a dit Gilles tout à l'heure, avec la mise en service du RER-E, loin de résoudre ce problème, ça va l'aggraver. Et c'est là que réparait ce serpent de mer, parce que c'est un serpent de mer. Le débat public sur la LNPN, ça a commencé en 2011, vous vous rendez compte. Et depuis, on n'en est encore que des études, des phasages, etc. Et n'empêche que ce problème reste intact. Le projet LNPN, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a du très important, qui est par exemple une ligne nouvelle entre Paris et Mantes. Ben ça, on n'en voit pas encore le financement ni la prévision. Ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'on ne peut pas traiter le ferroviaire sur l'agglomération de Rouen sans avoir dans l'idée qu'entre Paris et Mantes, il y a quelque chose à faire. Alors, dans la tête de nos élus, des fois, c'est compliqué parce que ça veut dire que la Normandie a tout intérêt à ce qu'il y ait un investissement en Île-de-France. Et puis Pécresse n'est pas forcément d'accord pour se embêter avec une liaison Paris-Mantes. Et puis, à côté de ça, là aussi, on est percuté par ça, c'est que quand ils parlent de phasage, heureusement, dans la phase 1, ils mettent Paris-Mantes, mais on ne sait pas pour quand, puisque ce n'est pas financé, mais ils mettent aussi tout un tas de tronçons que j'appellerais électoralistes. Puisque, au Havre, ils en sont restés au délire sarkozyste d'un TGV Paris-Le Havre, ils sont restés dans ce fantasme-là. Donc il faut absolument faire un bout de ligne nouvelle entre Rouen et Yvetot. Donc ça, c'est quand même, ça c'est en plein dans le cœur des projets dont on a discuté. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? C'est pas facile à déterminer. Qu'est-ce qu'on pense de ce passage sous la Seine? Qu'est-ce qu'on pense de ce raccordement vers Yvetot qui passe au-delà de la bifurque de Malonnet? C'est-à-dire que passe au-delà de la bifurcation mondiale. Ça va falloir quand même un jour mettre les pieds dans le plat, sachant que c'est globalement l'agglomération du Havre qui défend ce truc-là. Il y a aussi la modernisation Mantes-Évreux. Alors ça, c'est énorme. Enfin, Mantes-Évreux, c'est vraiment pour dire qu'on fait quelque chose en direction de l'ex-Basse-Normandie. Et puis, en troisième phase, heureusement, il y a l'aurore de l'Europe. Alors heureusement, c'est repoussé au calendrier grec. On espère que ça va disparaître totalement. C'est le Y de l'heure. Alors c'est marrant parce que c'est un Y inversé par rapport à cette foutue autoroute. Y de l'heure avec tout simplement deux gares des Betteraves, une à Évreux, une dans l'heure, c'est-à-dire des parkings, des circulations routières augmentées, etc. Donc tout ça, on va dire que c'est un gros bazar, que la population n'y comprend rien du tout quand on parle de LNPN, quand ça arrive. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir articuler, c'est quand même quelque chose qui peut très bien revenir, et qui doit revenir nécessairement sur la partie Paris-Mantes, et qu'il faut articuler avec le projet métropolitain rouennais. Parce qu'autrement, et en particulier autour de la question de la gare Yves-Gauche et du passage sous la Seine. Moi-même, depuis m'intéressant au problème depuis des années, je n'ai pas encore de position bien définie là-dessus, sur cette portion de l'NLP. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier ça, même si c'est compliqué, et même si ça met en jeu d'autres problématiques que celles de la métropole. Alors c'est tout à fait juste, il y aura une concertation qui va commencer début 2024 sur ce sujet, on y participera, et je rejoins complètement cet avis, mais on a un problème avec la région Normandie, parce que normalement, l'ensemble de ces concertations sur les questions de transport devrait être mené depuis longtemps. On devrait avoir un observatoire de comment on se déplace, où on peut traiter toutes ces questions, et les associations environnementales, et les associations sur la gare, qui défendent le train, les syndicats, enfin, les opérateurs des entreprises privées, enfin, de tout le monde. Et ça, on n'a toujours pas d'espace de débat. Dernière intervention. Vous l'avez compris, je ne voulais pas qu'on parle de cette salle-là sans avoir cheminé au cœur la notion de rail public. Quand on parle de ferroviaire, on associe public. Sous quoi, je vous le dis, quelqu'un faisait le lien avec le ferroviaire, l'histoire. Pour le monde nouveau en marche, là, le fait de revenir avant 1938, ça ne m'intéresse pas. D'autant que dans la période, dans les pays, il y en a un qui est pas loin, il est juste en face, la Manche passée, dans les pays où justement on a été un peu plus allant sur cette question-là, on est en train de revenir en arrière. C'est l'exemple de l'Angleterre. Mais alors, moi je veux répondre à la question de ma camarade de SOS Gare, chronodate.
en lien avec ce qu'elle a demandé, prenons date. Parce que tu as raison que le ministre des Transports, ça fait 6 mois. Enfin, les dernières déclarations, c'était en septembre. Quoique, quand on regarde la presse attentivement dans la période, il est de plus en plus pressé pour donner effectivement à la fumée blanche par rapport au projet autoroutier. Et je pense que ça ne va pas tarder. Alors prenons date. Projet autoroutier, ils maintiennent. Eh bien, il faut qu'on se revoie. Et puis que justement, on regarde et qu'on argumente comme on le fait là, l'ineptie de ce projet climaticide et on prend le train. Mais si, à la limite, il n'y a plus de contournement Est, eh bien, prenons date. Tiens, ça me plaît bien, moi, ton idée. Les 500 millions, mettre là-dedans, de mettre dans le ferroviaire. Prenons date sur cette échéance-là qui, de toute façon, nous permet, dans l'actualité, alors avec peut-être un peu plus de médias, hein, mais nous permettra de dire deux ou trois choses. Sur la gratuité des transports, c'est un vrai sujet. Il y a Jean-Louis Dalibert qui fait plaisir à vous, et après on c'est bouge. juste par rapport le rapport entre la LPN et les services express métropolitains. Bien évidemment que ça impacte le projet de service express métropolitain. Alors le problème, c'est que les études qui sont menées par SNCF Réseau ne sont pas rendues publiques aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a que les élus État, région, métropole qui ont le droit de les voir. SOS Gare, on a réussi à avoir une réunion pour qu'il nous présente. Ça a été présenté au Conseil de développement durable, mais le public n'est pas au courant de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est sûr. Et si ce n'est pas les associations qui disent un certain nombre de choses, ça, c'est pas. Alors, dans l'étude, ils disent que la gare Rouen-Saint-Sever, c'est 2035, en même temps que l'ouverture du tronçon Paris-Nantes avec la LNPN, etc. Il passe la gare Saint-Sever à 16 mois. Et après, le problème des propositions de la SNCF Réseau, c'est que le fait de mettre tous les terminus en gare Saint-Sever, c'est qu'eux, ils sont dans la logique de la deuxième partie de la LNPN vers Barentin. Et nous, on pense que ça risque de ne pas se faire, mais on ne voit pas pourquoi on irait dans le sens de SNCF Réseau, et c'est pour ça qu'on a proposé autre chose. Je voulais juste dire ça, mais je ne peux pas, après ça va alléger la discussion, mais on réagira au moment de l'enquête publique, et je vous invite à suivre ça, parce qu'il y a des choses à dire. Écoutez, un mot de conclusion, parce que on va continuer à travailler, mais je tiens à dire que cette réunion, elle est aussi le fruit de 2 ans de travail. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à se rencontrer en bilatéral pour travailler sur l'ensemble de ces sujets. Il faut continuer. Dans l'idéal, il nous faudrait des lieux et des espaces d'échange avec les collectivités locales qui sont AOT, donc autorité organisatrice des transports, pour pouvoir rentrer dans le détail et peser. Un grand merci à Sudrail, à la CGT Cheminot, à SOS Gare, au collectif, à Effet de Serre toi-même et ces sacrés militants qui ont quand même beaucoup bossé pour que cette réunion soit faite. Qui est un